Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique. Et oui, un film d'actualité, enfin plus tellement, mais vous savez que pour moi c'est toujours un décalage d'à peu près un mois ou plus quand un film sort dans l'année même. Dune de Denis Villeneuve, un film sorti donc en 2021, l'adaptation du roman Dune, du premier roman de Frank Herbert paru en 1965. On connaît Dune par le film de David Lynch qui est sorti en 84, mais aussi la mini-série en 3 épisodes qui est sortie en 2000, mais je crois bien l'avoir vu sur M6, il me semble un peu plus tard, de John Harrison. Alors afin de mieux respecter l'histoire du roman, le projet Dune de Villeneuve est divisé en 2 films. Par conséquent, le film Dune est une adaptation du première partie du roman, donc Dune partie 1. C'est un film avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, il y a Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, il y a voilà, une vitrine d'acteurs pour ce projet. Un projet qui a coûté 165 millions de dollars, il en a rapporté jusqu'à présent 117 dans le monde, mais il n'est pas encore sorti aux USA. Je crois qu'il sort le 22 octobre, il me semble. Les retours sont plutôt positifs sur cette œuvre, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont aimé ce film-là, dans la majorité. Il y a aussi des gens bien sûr qui n'ont pas aimé. Ce n'est pas aussi fort et clair comme l'a été le retour critique sur le film de Lynch. Ce film-là dure 2h35 et de quoi ça parle? Eh bien Dune, c'est l'histoire de Paul Atreides qui avec sa famille va aller sur une planète mystérieuse, la planète Arrakis, qui a en sa possession une épice très précieuse qui permet de voyager dans l'espace et d'accroître des pouvoirs surhumains. Il va bien sûr découvrir cette planète, mais aussi découvrir les intrigues politiques qui cernent sa famille et la domination de cette planète. Donc c'est vraiment Candide au pays merveilleux de l'épice et du sable. C'est un récit initiatique pour un héros, avec bien sûr tous les travers que cela suggère, c'est-à-dire les trop grandes formules que nous connaissons aujourd'hui, son lot de science-fiction avec des personnages, des technologies et voilà un petit peu d'action aussi, même si Villeneuve n'est à mon sens pas du tout apte à filmer l'action. Il est plus là pour filmer de la tension que de l'action. En tout cas il excelle beaucoup plus dans la tension que dans l'action même. L'action pure, j'entends par là. Le fait d'actionner, donc d'agir, de faire le geste d'action, il est beaucoup plus là pour un travail d'ambiance, un travail de dilution de l'attention, je devrais dire de l'attention et de l'attention. À mon sens, il y a vraiment un plus gros travail sur ça, sur l'idée de détail qui est diluée dans une brume. Et c'est un peu cette impression que m'a laissé le film, c'est que le film manque de détails, le film manque d'exotisme. Je me sens pas transporté dans le film. Je suis assez frustré auprès de cet homme qui a eu les mains bien plus libres que Lynch et qui finalement fait un résultat bien en dessous à mon sens de l'exotisme et de l'image fascinamment incompréhensible que propose Lynch. Lynch a, je trouve, saisi une sorte de sidération du roman, ça fourmille de petites choses en fait qui font que le film vit. Chez Villeneuve, le film ne vit pas. Et c'est la même constatation que j'ai faite pour le film précédent, Blade Runner. Donc je pense que c'est vraiment lié à un style et à une façon de voir le monde, mais c'est une façon de voir le monde que je ne partage absolument pas quand il s'agit de films de science-fiction comme Blade Runner ou Dune, qui soit dans le premier film de Ridley Scott, soit dans le roman, montre qu'il y a du détail, montre qu'il y a quelque chose en fait qui est dans le décor, qui est tout autour de nous. Il faut faire vivre en fait sa science-fiction et je trouve que le film de Villeneuve ne le fait absolument pas vivre.
il n'y a rien, c'est vide, il y a une espèce de vide. Alors on reviendra sur cette idée de vide, mais je trouve que ça dessert vraiment la réception générale du film. Mais sur le coup, voilà, je le savais, je veux dire, les bandes annonces ne trompent pas. Alors là, pour le coup, les bandes annonces sont honnêtes. Et quand je suis allé voir Dune, je savais que je n'allais pas aimer. Parce que la direction artistique, je la voyais en bande-annonce, je savais que ça allait pas du tout être mon style. Donc à ce niveau-là, le film est une déception, mais une déception programmée. Donc ce n'est pas aussi frustrant que penser que le film va être bien et sortir de la salle complètement frustré. Voilà, il y a aussi une détente de ma part par rapport à la réception que j'ai de ce film. La vidéo va être très longue, j'ai 15 pages de notes, donc vous pouvez vous en douter, elle est destinée à celles et ceux qui ont déjà vu le film ou lu le livre. Je vais aussi bien sûr parler du film de Lynch, de la version de Lynch qui est un film catastrophe, qui a laissé, malgré des opérations pour tenter de le sauver ou tenter de le redresser, parce que Lynch s'est fait un peu dévorer par la production, eh bien c'est un film qui a des images fascinantes, c'est un film étrange qui garde son lot de mystères à travers ces scènes de charcutage, de rafistolage comme chez les Harkonnen. Eh bien nous avons un film qui est un petit peu un mutant, qui a pris trop d'épices, qui a pris trop de production dans la gueule, et du coup, des fois, il a le visage déformé, ce film. Et je pense que c'est un film qui a une saveur, parce qu'il est déformé, qui est délicieuse. C'est un film qui a la force de proposer certaines choses issues du livre directement, alors qu'on dit que voilà, ce n'est pas très très fidèle, mais en fait, je trouve que même dès les premières lectures du bouquin, on sent déjà que Lynch a capté quelque chose du livre d'Herbert, notamment l'utilisation de voix intérieures du personnage. L'introspection est souvent présentée en littérature comme étant un attrait propre à l'écrit, au texte, mais ici, je trouve que le film donne une forme plus naturelle, quelque chose qui est assez inédite, puisque l'introspection, à titre personnel, je ne l'entends le plus souvent que dans les animés japonais. Je sais qu'en Nouvelle Vague, ça se faisait aussi pas mal, mais la forme moderne que j'ai le plus entendu, c'est souvent au Japon, dans les animés japonais, où les gens se parlent à eux-mêmes en même temps de dire un texte en direct, envers quelqu'un d'autre, j'entends par là. Et dans le film de Lynch, ça fonctionne aussi très étonnamment, c'est très étrange, mais ça donne vraiment un cachet unique au film, un cachet sonore au film de Lynch. Et quoi qu'on en dise, Dune de 84 a laissé une sorte d'aura autour du livre, comme quoi il n'est pas inadaptable. Lynch a quand même réussi 2-3 aspects. Alors bien sûr, le film a vieilli, le film est un peu vieillot sur des effets spéciaux, sur une narration qui est très rapide dans sa deuxième partie justement qu'on va découvrir si le deuxième film de Villeneuve se fait. Mais non seulement le film de Lynch nous narre déjà tout, mais il est compliqué de garder les surprises aujourd'hui avec la promotion qui est très très lourde, qui nous narre absolument tout. Au-delà de ces considérations de marketing, l'avancée du récit et ma connaissance de l'histoire, parce que j'avais vu le film de Lynch, ne m'a pas ennuyé. Quand j'ai vu le film de Villeneuve, ça m'a même plutôt stimulé, puisque j'attendais les scènes que je connaissais bien du film de Lynch, j'attendais de voir leur version à la Villeneuve quand je regardais le film en salle. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais je suis bien sûr encore assoiffé parce que je n'étais pas du tout satisfait, j'avais l'impression de ne pas encore avoir vu la totalité du film. Et ça, je pense que c'est une frustration que beaucoup de gens ont eue à la fin du film de Villeneuve. Et bien sûr, je me suis pas senti transporté le moins du monde. Alors on va aller du côté du récit pour se poser cette question de la transformation du texte en image. Il faut rendre le récit accessible. Alors j'entends par là que comme si le récit était inaccessible. Alors est-ce que le livre est accessible? Bien sûr que oui, mais c'est juste qu'il ne faut pas se coltiner peut-être les 500 pages en une seule nuit, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que aussi un rythme de lecture nous donne une autre approche de ce que c'est accessible. Si on lit
en petits morceaux, ben, je trouve qu'on a le temps d'assimiler tout ce qui se dit. Le livre n'est pas là pour nous embrouiller les cartes. Il faut aussi, je pense, se poser la question de est-ce que c'est un problème que ce soit accessible ou non accessible, qu'il y ait trop d'informations, que ce soit trop dense. Je pense que ce n'est pas un problème de ne pas comprendre. Le mystère et l'incompréhension sont des choses fascinantes et créer en fait une imagerie derrière un mot, par exemple, qui est pas identifié. Et dans le cas justement de mots exotiques qu'utilise l'auteur du livre, eh bien je pense que ça peut nous donner aussi une forte imagination autour des planètes, autour des termes, des familles, tant qu'on n'a pas de description. Et on se crée notre propre description pour qu'après elles viennent se confronter à la description du livre. Donc il y a quelque chose de fascinant dans l'assimilation des informations dans un livre. L'idée de rendre accessible, eh bien c'est aussi l'idée de forcer un imaginaire. Et pour le coup, par rapport au film de Lynch, Lynch a beaucoup d'images incompréhensibles, des images qu'on nous explique pas et du coup qui font fantasmer une potentielle utilisation, une potentielle compréhension. On va dans un sens qui n'est peut-être pas celui de Lynch, mais on nous laisse de la marge pour créer notre propre compréhension autour d'images qu'on ne comprend pas. Des choses, vous regardez le film de Lynch, peut-être la version cinéma, je crois que la Director's Cut c'est un peu tremblant, mais regardez la version cinéma, il y a des choses, vous ne comprenez pas ce que c'est, mais c'est fascinant parce que vous dites, ah mais ça marche peut-être comme ça, et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'adoration de l'image que vous ne comprenez pas quand vous voyez des films. Et chez Villeneuve, eh bien, il n'y a aucune fucking image qui échappe à notre compréhension. Tout est compréhensible. Alors, c'est bien pour les gens qui veulent se rassurer, mais je trouve que pour les gens qui veulent un peu avoir du challenge à l'écran dans l'appréhension des images, pour aussi des images qui sont plus fortes de sens, parce qu'elles échappent à notre première lecture, eh bien, il n'y a absolument rien de ça chez Villeneuve. Il y a beaucoup de choses en fait qui devraient nous fasciner parce qu'on ne les comprend pas, des costumes, des technologies, des petites choses comme ça un petit peu partout. Chez Villeneuve, c'est vraiment réduit au strict minimum. Il y a quelques éléments par-ci par-là. On suppose à un moment que je crois voir des gens de la guilde du voyage, la guilde spatiale, des gens dans des espèces d'énormes scaphandres orange, mais c'est très 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 discret. Et ben, ce sont des gens dans des scaphandres orange, ça n'a rien de plus que ça. Alors que chez Lynch, on a une espèce d'énorme mutant dégueulasse, on dirait une énorme limace dans une espèce de wagons qui flottent, enfin, avec des mecs qui arrivent autour de lui, qui brossent le sol. Enfin, il y a vraiment des images fascinantes chez Lynch. Et on se dit, mais où on est? Et c'est là que la science-fiction entre en jeu. La science-fiction, c'est-à-dire une science tellement élevée qu'on ne comprend même pas ce qu'on voit devant nous. Ça, c'est de la fascination. Et chez Villeneuve, cette fascination, je la retrouve pas. On est en l'an 10 000, je sais plus combien, qui devrait nous donner des images qu'on ne peut même pas saisir. Et malheureusement, tout ce qu'on voit chez Villeneuve, on le saisit assez rapidement. Ne serait-ce que la machine pour passer d'une galaxie à une autre, c'est assez clair ce qu'on voit. On voit qu'un seul pauvre petit plan, mais l'idée est claire. Voilà, on a finalement très peu de choses qui peuvent échapper un peu à notre quotidien. On a des extensions de ce qu'on a déjà aujourd'hui. L'évolution de l'être humain, par exemple, dans le film, eh bien ici, ce sont des discrètes prothèses qui sont données et aussi quelques éléments qui sont pas appuyés mais qui suffisent pour comprendre légèrement ce qui se passe, notamment les mantas qui sont des ordinateurs humains, la capacité de calculer très rapidement. À un moment, il y a une toute petite scène où il y a le duc qui dit mais combien d'argent ça leur a coûté ce voyage, et on a le manta qui a les yeux, les yeux révulsés, les yeux blancs, vous voyez, et hop, après il dit un chiffre parce qu'il a calculé, parce que justement il utilise ses capacités surhumaines. Et j'avais cru comprendre aussi dans le bouquin, parce que je ne l'ai pas lu en entier, que les pilotes et certains acteurs dans les nouvelles sociétés utilisent de l'épice pour augmenter leur capacité. Donc justement pour les pilotes, l'épice permet d'accroître leur capacité de concentration, de vigilance, d'observation. Voilà, l'épice est aussi utilisée pour accroître certains pouvoirs. D'où justement l'idée
Et c'est là où, encore une fois, je trouve que Villeneuve ne loupe complètement le coche, en prétextant bien sûr que oui, ce sera dans la partie 2. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est que dans le livre, on a quand même une part qui est donnée à des expériences psychédéliques. C'est un livre qui a une teinte animiste, anti-corporation, pro-écolo. Il y a quelque chose de plutôt fort à ce niveau-là dans le livre, de ce que j'ai cru comprendre et des retours que j'ai eus. C'est un livre de contre-culture, faut dire ce qui est, sorti en 65, on est en plein dedans. Et c'est repris, comme par hasard, par l'industrie du divertissement, l'industrie corporate, l'un plus à cheval sur la culture et pas du tout la contre-culture, ou alors parce que c'est tendance, on le ferait, et tout d'un coup, les idées psychédéliques, les teintes animistes, l'écologie, la contre-culture, tout ça disparaît dans le film de Villeneuve, comme quoi on a beau être un auteur, on aime bien aussi être corporate quand il le faut. J'avais lu une phrase du Hollywood Reporter qui m'avait intéressé, elle m'avait parlé, il y avait quelque chose dans cette phrase qui me fascinait. Une grande partie de la créativité du récit a également été diluée, rendue insipide par des décennies d'imitation. Mais de quelles imitations on parle? Est-ce que ce serait un reproche fait à Star Wars qui a rendu insipide le récit de Dune? C'est une question qu'on peut se poser. Je pense que par là, l'auteur de cette phrase, qui m'est malheureusement inconnu parce que je n'ai pas retrouvé cette phrase précise, donc je vous prie de m'excuser, mais par imitation, je pense qu'il veut dire par là que le récit Dune a été une source pour beaucoup de gens qui n'ont jamais pris à la lettre ce qui a été dit dans les récits et ont donc repris des images marquantes, les ont façonnées d'une autre façon. Et quand le film de Villeneuve arrive, eh bien, on a l'impression d'avoir déjà tout vu. Quelque part, le film arrive un peu trop tard. Un petit peu, vous savez, comme John Carter, 2012-2013, rendu insipide et dilué par un trop grand nombre de films de science-fiction qui ont réutilisé des codes, des éléments, des petits objets du livre. C'est un film qui, par rapport au livre, est plutôt pragmatique. Il ne s'embourbe pas de choses sans être en plein contrôle de ces objets, de ces images. C'est un film qui est pragmatique, comme je l'entends, dans l'efficacité, dans la création d'une atmosphère sonore et visuelle, plus que dans une fascination de la science-fiction, et de ces éléments, je veux dire le voyage spatial, la technologie, ce sont des choses que Villeneuve évite consciemment, de même que la différence entre les différentes maisons. Il semblerait qu'il ait eu beaucoup de liberté pour faire cela, justement. Et pourtant, il voulait se rapprocher le plus possible du livre, être très très respectueux au point que le respect en devienne presque précieux, comme un vase qu'on n'ose pas toucher. Et cet élément de ne pas oser toucher le livre, de ne pas oser se libérer un petit peu de tout ça, eh bien ça se retrouve de façon un peu maladroite dans le film. Je reviendrai sur cette notion de ne pas oser faire certaines choses. Ça reste un défi d'écriture parce qu'il faut représenter les scènes d'exploitation d'univers, donc montrer que voilà, nous sommes dans un univers qui est autre que le nôtre, les scènes d'introspection, d'émotion, les scènes d'action, donc ça rend quand même le récit un petit peu dense. Alors la densité, c'est très relatif parce que le récit dans l'absolu, on peut tout à fait assimiler, si on a un petit peu d'expérience dans le visionnage de films, on peut tout à fait assimiler ce qui se passe. Et les gens qui disent que ce n'est pas dense, ce sont sûrement ces mêmes personnes qui arrivent à scoltiner des saisons entières de Game of Thrones en disant « j'ai tout compris », alors qu'il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de personnages, bon voilà, il faut suivre quoi. Ou c'est les mêmes gens qui sont en train de dire « ah j'ai tout compris à la première saison de Dark », alors que moi je devais quand même raccrocher un peu les wagons. Donc voilà, la densité, il ne faut pas croire que le film est dense et donc il est incompréhensible. Non, le film nous dilue bien ce qu'il faut diluer et on a assez d'expérience dans les histoires, dans les récits pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, quels sont les rapports de domination sans qu'on nous les explique trop. Donc c'est un intérêt d'avoir un récit qui est trop connu. Mais du coup, on peut retourner cette phrase-là d'un autre sens. C'est un intérêt d'avoir un récit trop connu
Comme ça, on peut tout de suite retrouver nos marques, mais c'est aussi quel intérêt on a de voir un récit trop connu. Pourquoi on devrait aller le voir alors qu'on l'a déjà vu des millions de fois, ce genre de truc avec le héros qui ne se sait pas encore être le Messie, voilà, des choses comme ça, on l'a déjà vu. Donc les charges d'information du bouquin, c'est similaire, je trouve, entre le bouquin et Lynch, hein. Il y a beaucoup de choses dans le film de Lynch qu'il faut assimiler aussi d'un coup, mais moi, quand j'avais vu le premier récit, la première fois, je veux dire, le film de Lynch... il y avait des choses que je comprenais pas, mais c'était pas grave en fait. Je saisissais le cœur de la scène et j'étais tout petit, hein. Donc il faut pas commencer à jouer les précieuses aujourd'hui. Oh là là, j'ai rien compris ou je sais pas quoi. C'est ridicule. Là, c'est des fausses questions en fait. Je devrais même passer à autre chose. Ce sont des fausses questions. Parce que quand on adapte, on peut pas tout adapter. Ça fait vous savez, les descriptions à la Balzac. Il faut effectuer un choix. Villeneuve fait un choix, il fait le choix de changer la face du space opéra et en faisant en sorte que ça ne soit pas un space opéra, c'est plutôt un planète opéra. J'ai cru comprendre que ce terme existait parce qu'il n'y a pas d'espace dans ce film-là. L'idée d'espace nous est complètement refusée. Il n'y a pas de voyage spatial. On a juste un pauvre plan sur une espèce de Tenga géant et c'est tout, quoi. Donc bon, on peut pas vraiment appeler ça un space opéra. Vraiment, c'est quelque chose qui se passe sur une planète. Et le film, bon, parce qu'on va commencer quand même un petit peu. Le film, il commence tellement mal. Je trouve, à titre personnel, il commence très mal sur la première énergie que donne le film au spectateur. On a un écran noir et on entend après une phrase prononcée de façon incompréhensible une autre race, un autre langage qui dit « Les rêves sont les messages des profondeurs » avec des basses de Zimmer pour faire plus sombre. Et après seulement on a les logos de production. Donc à peine on est installé pour se préparer à recevoir le film qu'on a déjà une chose incompréhensible. C'est peut-être la seule chose incompréhensible du film. On va dire, dans ces images fascinantes. C'est presque la seule et unique chose dans le film qui échappe un peu à notre compréhension. Le problème, c'est qu'on le met déjà dès la base, donc déjà ça nous frustre. Donc le film nous frustre de base. Mais ce qui est le plus dommageable, ce n'est pas forcément ça, puisqu'on ne voit pas vraiment, le lien avec le reste du film. Ça ne nous saute pas aux yeux. Donc on commence déjà avec quelque chose qui semble friable de la part de Villeneuve, c'est toute l'introduction. Pour moi, elle est catastrophique. On commence avec cette voix bizarre, puis après les logos de prod, comme si cette phrase n'avait pas d'importance et n'était même pas dans le film déjà. C'est très étrange, hein, la façon dont il l'a monté. Et puis après, on a un choix, incompréhensible Enfin, si, c'est compréhensible dans un sens, mais je trouve très malvenu. Là, on a la voix de Chani, qui est en train de nous dire « Mon peuple est oppressé » avec des images d'Arrakis. Et là, déjà, j'ai une première incompréhension. Pourquoi on a la voix de Chani alors qu'on ne la reverra clairement que dans 2h10 de film. C'est court, c'est très cut, ça dure à peu près 3 minutes, on comprend rien, et ça spoil les environnements. C'est-à-dire qu'on sait tous à quoi ressemble une dune de sable, mais l'idée du film, c'est une fascination pour cette planète. Tous les yeux de toutes les galaxies sont tournés vers cette planète. On devrait, je trouve, nous faire monter, l'envie de découvrir cette planète, d'être avec Paul et de découvrir cette planète en même temps que lui. Et là, on nous vante déjà des environnements, on nous vante aussi une colorimétrie, alors qu'on aurait pu justement garder ce choix de représenter le désert comme l'a fait Villeneuve, quand Paul et sa famille arrivent sur Arrakis, découvrir la planète en même temps que lui. Alors que là, on nous vend déjà tout, alors que, il n'y a pas besoin de le montrer de cette façon. Le film ne garde pas ses secrets. Et je vous parle même pas des visions, mais ça on y reviendra des visions, c'est une catastrophe. Mais le film ne veut même pas garder ce secret. Il a tellement peur de pas déjà stimuler le spectateur avec la planète qu'on nous montre déjà des choses. Et aussi, il y a un autre problème, c'est qu'on est, déjà un peu en interne.
on pourrait le prendre autrement. On pourrait dire que en introduction, on place la planète au centre de l'intrigue dès le début. Donc on se place politiquement, hein, faut dire ce qui est. C'est là aussi, c'est un peu, c'est un peu vraiment, on rentre le foin à la fourche, hein, avec les Fremen qui sont un ensemble de minorités latino et noires, hein, qui est oppressé par l'homme blanc chauve, hein, les Harkonnen. C'est vraiment le truc, on nous rentre dedans facilement. Avec qui sera notre prochain oppresseur? Et hop, le titre d'une part 1. Ouais, super. L'idée d'avoir déjà ce fond politique de minorités opprimées, c'est un petit peu ballot, quoi. Je veux dire, ça, c'est déjà... Je trouve que c'est déjà trop orienté, trop montré. Les mystères sont cassés tout de suite. Le rapport de fascination à la planète est déjà orienté, alors que je trouve qu'on aurait pu largement prendre le temps d'orienter la fascination de la planète pour découvrir qu'il y a un peuple derrière qui est opprimé. Non, là, bien sûr, parce qu'il faut rassurer le spectateur. Oh là là, il faut montrer Zendaya, ce qui est d'ailleurs complètement con, hein, parce que je tiens à signaler qu'on a quand même Zendaya qui vient un peu en personnage de rêve, hein, Shani qui arrive en fragmenté en personnage de rêve, et après on va découvrir véritablement à quoi elle ressemble, c'est-à-dire pas avec tous ces effets du rêve et cette belle image, on va la voir après en réel. Sauf que là on nous le montre déjà, avant même qu'on ait les rêves de Paul. Et en termes de narration, ça la fout mal, faut dire ce qui est en fait. On ne garde pas ses secrets, ça n'a aucun sens. Et c'est même, si je veux encore foutre un coup de pied dans la fourmilière, c'est même aux antipodes du livre. Parce que le livre, je tiens encore à vous le signaler, c'est encore là, je vais faire des parallèles avec Lynch, parce que Lynch, il avait quand même compris quelques trucs. Hein. Lynch fait comme dans le livre, c'est-à-dire qu'il utilise la princesse, donc la fille de l'empereur de l'univers connu, là, pour narrer une sorte de contexte global, comme une sorte de superpuissance au-dessus des autres, qui va narrer la bonne histoire. Vous voyez, l'histoire qui arrange l'empereur, l'histoire, le contexte de guerre entre les familles, et on aurait pu faire un truc super stylé, avec un mouvement sur les planètes et tout ça, enfin, quelque chose d'élégant et qui nous narre, voilà, un contexte global, et après, on arrive sur Caladan. Comme dans le livre, on a cette princesse qui nous narre un petit peu ce qui se passe à travers justement des holodisques, ou je sais plus ce qu'elle dit, des espèces de livres qui nous narrent ce qui se passe, qui nous narrent le journal du monde. Alors dans le film de Lynch, voilà, avec des figures dans l'espace, bon ça il connaît Lynch, hein, les figures dans l'espace, il nous le narre peut-être d'une façon un peu vieillotte, mais c'est déjà un peu plus proche de l'idée du livre. Là, on se plonge en fait déjà dans la planète avec la voix de quelqu'un qu'on ne verra que bien plus tard dans le livre, et donc là pour le coup on peut se dire que Villeneuve, il a beau vouloir être respectueux, là c'est déjà une première entorse au livre, donc ne venez pas me dire que Villeneuve est ultra fidèle au livre. Dès l'introduction, ça commence déjà par se barrer en couille. J'ai regardé cette intro, j'étais fasciné par la façon dont il a tellement tordu en fait comment on pourrait raconter le début de Dune. Je m'étais fait cette réflexion après avoir vu le film, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus général, un peu à la Seigneur des Anneaux au final. C'était une très bonne introduction avec une personne surpuissante qui était la reine des elfes, donc Cate Blanchett, qui narrait le contexte du monde, ce qui s'est passé. Et je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de très intéressant. Alors on va s'arrêter sur les potentiels films qui n'auront pas lieu, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment à mettre en opposition entre Shani contre la fille de l'empereur dans le livre, le subjectif, donc on prend le parti du peuple Fremen dans l'introduction vis-à-vis de l'objectivité du livre. On présente Arrakis dès le départ par rapport au film de Lynch où on est dans l'espace, donc on montre déjà des personnes dans l'espace, donc dans un lieu qui n'a pas de couleur. L'espace ne peut pas être revendiqué par qui que ce soit, par contre les planètes peuvent être revendiquées. L'introduction donc permet de donner une sorte d'impression, de dilution déjà dans les enjeux, dans la présentation des personnages, donc ça commence je trouve très très mal pour le récit. L'impression aussi que le film, étant donné qu'il a 2h35, mais qu'il est en deux parties, le récit global, ça donne l'impression qu'il raconte moins de choses, que, comme le disait l'auteur de la phrase du Hollywood Reporter, il y a une dilution, et du coup, pour ma part, rien ne reste en tête. Je ne dirais pas que c'est une
bonne adaptation. On reprend quand même les scènes phares du livre, mais on utilise aussi les annexes pour compléter des choses, des visions notamment. On s'en concentre déjà sur une planète. Et après, on va passer de planète en planète, un peu d'univers de maison à univers de maison, sans vraiment rien nous dire, avec des notions qui sont contournées, comme le djihad, mais aussi la religion. Les Bene Gesserit ne sont pas vraiment montrés dans leur contexte religieux. Il y a quelques moments, voilà, où on a des gens qui s'agenouillent et tout ça, mais c'est très 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 léger. Il y a quelque chose qui est soigneusement évité, je veux dire, la perversion sexuelle des Harkonnen, dans la première scène du livre, c'est clairement montré, en fait, avec tout un jeu de dialogue assez délicieux. On sent vraiment la perversion et tout ça, c'est balayé, vraiment c'est balayé. Les quelques scènes qu'ont les Harkonnen, on ne l'évoque pas du tout, hein. C'est quelque chose qui est très pauvre, en fait. C'est quelque chose qui est même autre au vu du jeu de Stellan Skarsgård. On s'éloigne de plus en plus un peu de ce qui est évoqué dans le livre, hein, ou de ce qui est clairement dit aussi dans le livre. L'épice, quant à elle, eh bien, elle est réduite à quelques éclats lumineux dans l'air, sur le sable, et on montre l'épice comme du safran, un cliché d'Orient hallucinant. Et on avait un plan, j'avais entendu justement The Leakers, donc la chaîne The Leakers, qui en parlait dans un live où le safran, enfin voilà, je fais déjà la confusion, l'épice était montré dans une espèce de petit bol en forme pyramidale, et c'était l'épice, hein, c'était pas autre chose, hein, que vraiment c'était montré comme un pur cliché d'Orient. Bon, même si on a voilà les Fremen qui sont aussi représentés en cliché, il faut pas se leurrer. Mais c'était tellement surprenant de voir ça, on aurait pu croire que c'était un stock shot d'un autre film, tellement en fait l'image était tout ce qu'on a des images sur Google, hein. Vous tapez épices Orient et vous avez voilà ces petits monticules d'épices rouges, enfin vraiment c'est pas du tout imaginatif là où encore une fois Lynch, ça avait l'air, l'épice avait l'air d'une sorte de racine très puissante, avec une odeur très très puissante, et je me souviens que Paul regardait ce truc, il disait oh là ça sent l'épice, vraiment un truc qui t'attaque en fait le nez. Là, c'est l'odeur, en fait, la sensation de l'épice nous est à peine évoquée, en fait. Encore une fois, ce sera peut-être dans la partie 2. Ouais, il commence quand même à y avoir beaucoup de choses qui vont être développées, soi-disant, dans la partie 2. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais l'épice est à peine évoquée comme la grande puissance, en fait. Ces effets sont montrés dans une scène, mais c'est encore une fois, c'est assez évasif, c'est un peu, ça fait tournoyer la tête de Paul quand il est devant la moissonneuse. Il a la tête qui tourne et on a l'impression qu'il va s'évanouir. Mais c'est pas la puissance de l'épice, on ne la saisit pas. On ne la saisit pas encore. Alors espérons que la prochaine fois qu'on va nous l'évoquer, ce soit plus fort en fait, parce que là, on ne comprend pas encore ce que c'est exactement. Parce que le film, encore une fois, se dilue. Là où Lynch est un concentré, où il n'y a pas le temps de niaiser, donc les choses nous sautent à la gueule, même trop. Là où dans ce film-là, tout est dilué et du coup, tout a moins d'importance à mon sens. Ça a moins d'importance et en même temps, il y a toujours des choses qui sont un peu bizarres, mais qui étaient aussi bizarres dans le film de Lynch, à savoir qu'on nous dit que les moissonneuses ne devraient pas travailler en pleine journée, et pourtant, en pleine journée, on voit une moissonneuse en train de travailler, quoi. Donc bien sûr, après, elle se fait attaquer par des vers. La scène des palmiers, on sait que Arrakis est une planète désertique où il fait extrêmement chaud en pleine journée. On peut tomber, c'était les pires insolations de toute la galaxie, quoi. Et on voit Paul se balader en pleine journée avec la scène des palmiers. Il devrait même pas être dehors. C'est pour ça aussi, c'est là où je regrettais que peut-être la maquette d'Arrakeen, donc de la ville sur laquelle il débarque, est plutôt déserte. Pour moi, c'est une maquette qui est sans vie. Je vends déjà la mèche sur certaines idées de production. Je trouvais que la maquette qu'on voyait, ça faisait trop maquette parce qu'il n'y avait pas de vie. Mais en même temps, c'est normal puisqu'on est sur Arrakis, il fait giga chaud, tout le monde est à l'intérieur des bâtiments. Et je ne vois pas pourquoi, voilà, Paul devrait se balader dehors en mode ah, c'est bon, moi je suis tranquille, hein. Alors que justement, quand on nous dit que voilà, quand il faut sortir, il faut avoir un distill. Donc cette espèce de combinaison pour pouvoir survivre dans le désert et tempérer la température de notre corps qui va tout d'un coup beaucoup plus chauffer et on va beaucoup transpirer. Là, bien sûr, les gens ne transpirent pas. Villeneuve est absolument pas dans cette logique-là. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui échappent. Il y a des logiques de récit qui sont complètement balayées
par Villeneuve. Le livre, si j'ai bien compris, se concentre pas forcément sur des journées chaudes, mais plus sur des fins de journée et des nuits dans les scènes. C'est ce qu'on m'a dit sur le livre, puisque j'en ai lu qu'une partie. Le film ne se met pas du tout la pression sur tout ça. Le film se permet des anicroches, un manque de logique pour plutôt mettre en avant certaines scènes d'émotion ou certaines scènes d'action d'une certaine façon pour montrer aussi, on va dire, un cahier des charges. Je veux dire, Villeneuve a beau avoir de la liberté, il y a quand même un cahier des charges. Je veux dire, quand il y a la scène de moissonneuse et que Paul sort pour essayer d'amener voilà, les mineurs dans les vaisseaux et qui se prend l'épice en pleine gueule et après il fait un malaise. C'est paraît étonnant, surtout quand on voit les mineurs sortir avec des masques, qu'il faut mettre son masque quand on est au milieu d'une tempête de sable. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il ne met pas son masque parce que c'est la gueule de l'affiche, c'est un casting important, donc il faut qu'on voit le visage en entier. Alors que la première logique qu'on devrait faire, quand on sort du vaisseau et qu'on voit qu'on se prend de la sable dans la gueule, on met son putain de masque. Mais bien sûr, là, puisqu'il s'agit d'un acteur connu, il faut pas mettre le masque pour qu'on voit son visage. Là où Kynes, qui va mourir dans la scène où elle meurt, elle est dans le désert, il n'y a pas de tempête, et pourtant elle met le masque, alors qu'elle n'en a pas besoin. Mais la logique est que Kynes n'est pas un rôle important, et que Paul est un rôle important. Voilà, sur la logique de l'utilisation des masques. Voilà. Ou encore, peut-être la chose qui m'a le plus énervé, peut-être même du film entier, c'est la scène de la boîte. Qui est encombrée par la Lady Jessica qui récite ce que Paul doit penser, parce que bien sûr Villeneuve ne veut pas faire intervenir les voix intérieures comme chez Lynch, parce que c'est un peu bizarre, c'est un peu tricky, c'est un peu étrange comme façon de faire de la mise en scène, et du coup Lady Jessica, on a un montage alterné entre elle à l'extérieur et Paul qui subit les effets de la boîte à l'intérieur de la pièce. On a Lady Jessica qui récite dans le livre ce que Paul doit se dire. Comme si elle le vivait, voilà, elle a un lien avec Paul, elle vit ce que Paul ressent, voilà, donc elle essaye de lui donner de la force. Alors c'est très intéressant, voilà, il y a un montage alterné, c'est très très bien, mais ça appauvrit tellement en fait le ressenti de Paul, la subjectivité de Paul, on lui la retire. Et bien sûr, encore une fois, pour rajouter des coups de pied dans la fourmilière, parce que cette fourmilière elle est assez grosse, hein, il faut un peu la défoncer, c'est que, ah oui, mais je suis désolé, alors ça paraît un peu méprisant de ma part, mais quand on dit que, oh là là, le film il est respectueux et tout ça, mon cul, parce que je tiens quand même à préciser que quand Paul met la main dans la boîte, il n'a pas des visions de rêve et tient pas tête comme il le fait à la révérente qui est venue pour le tester. Parce que c'est ça, dans le film de Villeneuve, les rêves, les visions, je devrais dire plutôt, les visions qu'il reçoit sont là pour compenser le manque de plan sur sa réaction. Parce que là où le film de Lynch joue avec la voix intérieure pour donner un peu de la répartie, donner un peu de la puissance à l'émotion de Paul qui a sa main dans la boîte, en plus de plans voilà, qui sont un peu vieillots, mais des plans avec la main qui se calcine, eh bien on a cette voix, donc on travaille le son avec la voix de Paul, et on travaille le visuel avec cette main qui brûle. Villeneuve, il fait ni l'un ni l'autre, donc il ne sait pas comment nourrir le flux vis-à-vis de Paul. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un montage alterné avec Lady Jessica et on fait juste des gros plans avec Paul, et après on a fait intervenir le rêve. Donc il arrive à changer en fait le flux d'informations visuelles, sonores d'une autre façon, mais du coup ni l'un ni l'autre, ni Jessica ni Paul ne répondent en fait à une adaptation de récit. Donc cette scène, moi je la trouve giga raté, à part un élément, c'est l'utilisation de la voix de la part de la Bene Gesserit. Quand elle utilise la voix, il y a un effet de montage, de perte de focale, tout devient flou, et on a un mouvement avant avec un mouvement arrière qui se contredisent en quelque sorte, comme si il y avait la force de la voix qui nous attirait et la résistance de Paul qui nous fait reculer. Et il y a cette espèce de rapide mouvement de l'un et de l'autre qui fait qu'après on arrive tout de suite devant elle et il y a Paul qui s'agenouille devant elle. Et cet effet-là, en montage, ça fonctionne super bien. Alors ça, moi je dis, ah oui, alors là la voix elle est super bien utilisée. Bravo, parce que c'est vraiment autre chose que la première scène de repas. On reviendra sur cette utilisation de la voix, mais là, pour le coup, ça, c'était très réussi dans la scène. Mais tout ce qui est l'idée de la boîte, c'est complètement pété.
c'est complètement pété. Je suis très déçu de cette scène de la boîte. C'est pas la seule scène, mais je trouve que c'est une scène qui aurait pu être tellement plus marquante. Cette utilisation de la voix, j'ai cette impression qu'il ne sait pas trop quoi en faire. De même que dans la scène du vaisseau qui emporte Paul et Jessica dans le désert, eh bien on a aussi l'utilisation de cette voix un peu moins subtile que chez Lynch. C'est carrément des « tue-le, stop, arrête, détache-moi » plutôt que des choses. Dans le film de Lynch, je crois qu'elle dit en français « inutile de se battre pour moi ». Là où c'est vraiment comme si on commandait un espèce de petit robot d'automate qui s'arrêtait de penser pendant un instant, après reprenait le cours de ses actions. C'est un petit peu plus tricky, un peu plus bête, plus simple que chez Lynch, où on essaie de jouer en travail en finesse avec le son, encore une fois, qui vient comme un écho, répéter en fait l'ordre dans la tête du soldat, où là c'est un son qui est sec, qui est assez pénétrant. Chez Villeneuve, c'est une autre interprétation, mais pour ce qu'on en fait, ce n'est pas très brillant, je devrais dire. De même qu'encore une fois, le film fait 2h35, mais Rush, en fait, c'est des impressions. On dilue des choses et du coup, ça rend moins clair, en fait, certains enjeux, notamment la chute d'Arrakeen et la chute d'une maison qui est quand même programmée. L'empereur a choisi que cette maison des Atréides soit éliminée, soit démantelée. Et cette idée ne nous est pas rendue compte vraiment par toutes ces petites ellipses et tous ces petits moments imbriqués. Et ils n'arrivent pas à nous rendre compte que tout ça est un grand plan, un plan dans le plan, pour se débarrasser des Atréides. Le film est à ce moment trop concentré sur l'attaque à filmer que sur finalement le balayage progressif de la famille. J'ai eu cette impression en fait qu'il n'arrivait pas à capter la stratégie, la tactique de l'empereur vis-à-vis de l'utilisation des Harkonnen pour aller attaquer les Atréides. Et après l'attaque, eh bien c'est interminable puisqu'on a une dilution de l'évasion des deux rescapés dans un espèce de refuge de Fremen qui se fait aussi attaquer, du coup ils vont encore plus profondément dans le désert. Cette espèce d'avant-poste de bunker Fremen est encore une façon de diluer la fuite de Paul, parce que qu'il soit sorti d'Arrakeen ou qu'il soit sorti du bunker, ils ont le même statut, ils sont tous les deux, ils ont plus ce qu'il leur faut, je crois qu'ils repartent même avec le même engin, donc on peut se dire vraiment que Lynch a bien fait d'enlever en fait ce bunker Fremen. Enfin, j'appelle ça le bunker Fremen, mais je sais plus s'il a un nom exact dans le film. Je l'ai vu qu'une seule fois, hein, sachez-le, même si j'ai pu revoir quelques petits passages, ça reste un petit peu flou pour moi, en plus un mois après, mais cela ne m'empêche pas de me dire que cette scène supplémentaire permet de s'approcher un peu plus des Fremen, mais ça reste quand même un peuple très mystérieux qui n'avait peut-être même pas besoin de cette scène pour exister en tant qu'être mystérieux et qu'on va vraiment rencontrer à la fin. Encore une fois, on dilue les apparitions marquantes des personnages, d'objets, de tout. Je fais un peu la fine bouche en prétextant que c'est pas logique, que les logiques ne sont pas bonnes vis-à-vis de certaines choses, mais je pense qu'on est en droit tout à fait de demander de la qualité au vu de la richesse du livre, au vu de tentatives précédentes qui ont été faites sur l'adaptation de cet univers. Il est tout à fait normal qu'on puisse demander quelque chose de tenu, après en fonction de nos sensibilités, de notre éducation à l'image également, mais pour moi il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas, et cela est compensé par des petits détails qui, enfin, j'ai envie de dire, font respirer un petit peu le film. Le héros de l'empereur, donc le mec qui arrive avec une assemblée pour juste demander, avec un décret, un truc très solennel, toute une opulence de l'empereur qui est montrée vis-à-vis de cet émissaire, de ce messager qui vient. Alors, est-ce que c'est bon est-ce que c'est fait? Carrément, on demande est-ce que c'est fait, comme si c'était pas assez protocolairement dit. Non, il faut encore préciser après. So it's done. C'est un peu ridicule ça. Mais ça contribue à l'idée d'excès, de surplus vis-à-vis de l'arrivée de l'émissaire de l'empereur. Il y a aussi la scène de la moissonneuse qui est
une bonne scène de tension. C'est une scène de tension, ce n'est pas une scène d'action, hein, sachez-le, avec toujours cette idée de « au diable l'épice, sortez de là !» Voilà, moi j'aime bien cette idée que le mec va abandonner la chose la plus précieuse de l'univers pour aller sauver des gens, et bien sûr ce qui fait dire à Max von Sydow dans la version de Lynch « Finalement je l'aime bien ce duc !» En voix intérieure, là où Keynes n'a qu'un plan où elle est amusée en fait par cette audace de dire une chose pareille, au diable l'épice. Voilà, moi je trouve que c'est un truc qui me fonctionne très bien dans les deux. Il y a aussi, comme je l'avais lu ou vu, je sais plus dans quel podcast, je crois que c'était chez Querelle qui en parlait, l'humanité dans le détail, l'idée d'avoir une scène avec ces palmiers qui sont mis en scène, vraiment une scène spécifique où on a les premiers pas de Paul sur Arrakeen. On montre qu'il fait extrêmement chaud et une scène plus tard, dans l'assaut des Harkonnen, on les voit brûler. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la tradition, d'un symbole d'un peuple finalement, les Fremen, qui se fait balayer par la maison Harkonnen qui brûle tout sur son passage. Donc c'est aussi une façon de montrer que la vie est brûlée et consommée par les flammes, tout comme Harkonnen consomme la planète pour y extirper de l'épice. L'eau est donc une denrée très rare, là où chez Lynch on ne passe pas trop de temps à évoquer l'usage de l'eau, même si je crois dans les premières séquences on a un plan où on a les soldats qui viennent récupérer une petite portion d'eau, où on a une voix qui est diffusée dans un haut-parleur, l'eau c'est la vie, une sorte d'injonction répétée, et on voit les petits soldats qui ont leur petite gourde d'eau, un truc assez limité. Et bien ici l'eau est traitée, pas de façon frontale, mais toujours à travers, comment dire, une survie dans le désert, que ce soit les Fremen qui demandent ouais, est-ce qu'on peut pas le tuer pour récupérer l'eau de son corps, ou l'utilisation aussi de l'eau par une toute petite souris dans le désert qui récupère l'eau de son corps parce qu'elle a transpiré. Ça là je trouvais que c'était très très bien. Quand je parlais de montrer de l'univers, eh bien ça c'est un petit élément qui montre qu'il y a quelque chose qui respire un petit peu entre ces dialogues un peu pompeux et ces phases de scénario pour narrer le personnage principal. Il y a ces petits moments qui sont, je pense, très importants dans un film de science-fiction avec un univers qui est potentiellement riche, de montrer ces petits moments. Et ça, c'est vraiment très agréable. Mais du coup, par rapport à Lynch, la scène que je vous ai évoquée avec l'eau, eh bien ici, le rapport à l'eau n'est pas vécu par les étrangers, mais par les locaux. Donc on considère encore une fois que le film est interne à Arrakis, comme ce que je vous disais avec la scène d'introduction, comme le rapport à la planète en général. On a un rapport interne à la planète, pas un rapport externe, où justement les étrangers vont découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette planète. Non, non, on fait vivre certains éléments et certains traits d'univers par rapport à ceux qui en sont les locaux. C'est pour moi un enjeu qui aurait dû être placé très très tôt sur leur arrivée à Arrakeen. Donc on évoque un petit peu le soleil, voilà, il faut se remettre à l'intérieur parce que le soleil y tape, sauf que je crois que à peu près au même moment, on a Paul qui est en train de se balader tranquillement dehors, donc il y a des choses qui ne vont pas en fait dans montrer la dangerosité de la planète, et je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas justement bien placées. Aussi, il y a un autre élément qui avait été évoqué par Villeneuve en interview, c'était dans l'interview qu'il a donnée à Victor Bonnefoy, donc In the Panda. Il lui posait une question tout à fait honorable. Est-ce que c'est un film qui donne un message aux jeunes? Est-ce que Villeneuve veut faire passer un message aux jeunes? Villeneuve dit que voilà, c'est un film qui montre qu'on a un poids sur les épaules pour les jeunes générations qui doivent se libérer, avoir le contrôle de leur destin dans une époque où on est victime d'un courant de surexploitation, où des gens bien trop confortables ne prennent pas ces décisions, donc c'est aux générations futures qui doivent faire quelque chose. Ils auraient, selon le réalisateur, leur mot à dire, mais à titre personnel, je pense que la Terre sera déjà bien enterrée avant que les fameuses générations futures puissent renverser la vapeur. Et s'ils le font, les puissants leur taperont sur les doigts, comme ce qui se passe en ce moment. La question est, est-ce qu'on est capable, dans notre société civilisée, à donner notre sang
pour tout changer, et certainement pas les générations Twitter. Alors ça, je pense pas que ce soit ces générations qui vont verser leur sang, parce que au vu du cloisonnement que nous avons et de la surpuissance des élites gouvernantes, et je pense qu'il faudra verser notre sang pour que ça change. Et c'est ce qui s'est passé par exemple avec les révolutions, les prises de pouvoir et les renversements de dictateurs et de présidents corrompus, avec je crois que c'est ce qu'on appelle le printemps arabe. Hein, il y a eu des morts, il y a eu de la violence, et nous, je pense qu'on est trop civilisés et on a trop peur de la violence policière pour se libérer et littéralement attaquer nos dirigeants, parce qu'on considère que notre pays va mal. Mais je pense que du coup, notre pays ne va pas assez mal, parce que sinon on aurait fait littéralement comme dans la Révolution française, on serait sorti dans les rues avec des battes de baseball, sauf qu'on n'y est pas encore, donc on va continuer à faire les dociles, à courber le dos et à traîner comme des chiens, et au bout d'un moment, on va avoir peut-être cette fameuse génération qui va donner son sang, donc qui va se sacrifier dans les rues pour aller jusqu'à faire dégager les dirigeants s'ils ne nous conviennent pas. Alors, espérons que les prochaines élections puissent nous proposer des dirigeants et des gens qui prennent des décisions qui soient plus justes pour nous, plus justes pour le peuple en général, pas que pour une petite élite, mais il est clair qu'on n'est pas prêt à donner notre sang, et pour moi, voilà la question des générations futures qui pourraient prendre des décisions. Il faudrait déjà passer outre les générations qui sont bien en place et qui, comme dit Villeneuve, sont trop confortables pour prendre des décisions drastiques, parce qu'elles ont des intérêts personnels. Même si on fait cela, c'est trop tard en fait. Notre Terre, elle est un peu condamnée, il faut dire ce qui est. On peut ralentir l'agonie de notre planète pour qu'au moins la génération qui est actuelle, celle qui va vivre en 2050-2060, puisse tenir à peu près les températures et avoir une vie décente. Mais je ne pense pas qu'on survivra au-delà de 150 ans. Ou alors ce sera absolument invivable en fait. Ce sera comme dit Stanley Goodspeed dans The Rock, le monde file droit vers l'enfer au point que faire un enfant est un acte d'une grande cruauté. Alors c'est sûr que dit comme ça c'est très très violent, mais force est de constater qu'on va pas dans la bonne direction, et je vois pas comment on peut tourner le volant. Donc encore une fois, il faut du sacrifice, et personne ne le fera. Et je trouve ça gonflé d'imaginer que oui, c'est beau, le film est une vision du futur, de notre futur à nous, sur notre Terre. Et on aurait pu penser, vis-à-vis de notre pays, qu'un président plus jeune puisse avoir des aspirations qui soient autres que des présidents qui sont beaucoup plus vieux. Non, c'est pire, en fait. Donc voilà. C'est glauque, je suis désolé, mais je voulais aussi évoquer ce message qu'avait dit Villeneuve, que je trouve un peu optimiste et un petit peu enfantin en fait vis-à-vis du monde. On le souhaite, je pense que c'est ça. Ce n'est pas enfantin, mais c'est un souhait qui ne pourra pas se réaliser en l'état. Ce n'est pas possible. Le film, au final, est une impression d'ouverture, constamment. Villeneuve a quand même l'audace de l'appeler Dune Part 1. Après ces interminables 2h35, je devrais dire plutôt, après cette interminable introduction de 2h35, on fixe les règles. On fixe les univers, on fixe quelques personnages, et du coup, on a ce problème de couper le film en deux, plutôt que d'avoir le courage de sortir un film très long. Un film est long, et pourtant, il y a des personnages qui sont complètement délaissés, comme Dr. Yue, toujours aussi délaissé comme la version de Lynch. Sauf que dans la version de Lynch, il avait quand même quelques scènes de plus. Il était plus présent. Voilà, il y avait quelque chose où on l'avait identifié. À un moment, je me rappelle, il était en train d'ausculter un cadavre, et il avait son message à l'intérieur du cadavre, et il y avait tout d'un coup Tafir qui venait pour un peu le guetter, le surveiller. Moi je trouvais que c'était bien, c'était des petites scènes où on n'était pas forcément avec Paul, alors que là c'est très très orienté sur Paul et sa sensation de découvrir un nouveau monde, tout ça, et tout cela nous est achevé par une phrase « It's only the beginning », qui est aussi la fin de quelque chose. C'est là où je rebondis un petit peu sur un élément qu'avait dit David Ehrlich sur l'IndieWire, c'était une critique assez violente, enfin pas violente, mais vraiment pas satisfaite du tout du film, et il disait, si je devais le traduire, par rapport à cette fameuse phrase « It's only in the beginning »,
il mettait en valeur plutôt que c'était la fin de quelque chose. Pas la fin d'une ère où on regarde un film sur un grand écran, ça certainement pas, mais peut-être la fin de la fabrication de films trop gros pour y être adaptés. C'est peut-être la fin justement, avec en plus la même année Fondation d'Asimov. Je pense que c'est aussi la fin d'espèces d'énormes récits, de livres comme ça, les derniers inadaptables qui vont être adaptés. Et je trouve ça dommage en fait qu'on n'ait pas tout d'un coup encore des épées de Damoclès dans le cinéma qu'on n'ose pas approcher, enfin comme des objets de fascination auxquels on n'ose pas parce que ils sont mythiques, des récits mythiques qu'on n'ose pas adapter, qui continuent à nous nourrir sans qu'on y touche en fait. Et là il y a toujours cette envie de tout adapter, cette envie de fabriquer des films trop gros pour to be fit in, alors j'ai utilisé le terme pour y être adapté, mais plutôt pour to fit in, pour y être inséré, c'est-à-dire dans le grand écran. Donc des films qui dépassent le grand écran, littéralement, mais dont il y a eu inspiration pour bon nombre de films. Les personnages, eh bien, je les trouve assez figés. Le casting ne regorge pas de grands acteurs, mais plutôt des acteurs tendances de réseaux sociaux. Je pense à Zendaya, à Momoa. Sûrement qu'ils ont eu des rôles où ils étaient un peu plus intéressants, mais Momoa, bon, on le connaît pas pour des grands rôles incroyables. On leur demande pas du tout de faire étalage de leur talent vis-à-vis de ce que nous voyons dans le film. On ne leur fait pas faire grand-chose dans le film. Jason Momoa qui est Duncan, on dirait une sorte de décalque d'homme décomplexé qu'il a déjà joué avant, avec en plus un problème à mon sens dans ses apparitions en scène. On a une première scène où il est sur Caladan, où il parle un petit peu avec Paul, et après on a une scène sur Arrakis quand Paul va à Arrakis et rencontre à nouveau Duncan, et ils font comme si c'était pas vu depuis des lustres, ce qui est le cas dans le film. Mais quand vous voyez le film spectateur, eh bien, je suis désolé, il n'y a pas assez de temps qui se sont espacés. Et du coup, c'est comme si c'était vu juste 20 minutes plus tard. Et c'est littéralement le cas dans la durée du film. Et ça a tellement pas d'impact, c'est même presque ridicule si on l'avait pas vu du tout sur tout Caladan, et tout d'un coup sur Arrakis, on le voit pour la première fois. Il y aurait, quelque chose de plus fort dans les retrouvailles, parce que là on a presque une double scène. C'est dommage. Là je trouve que dans la narration il y a un problème vis-à-vis du personnage de Duncan. Ça a moins d'impact, je dirais. Mais ça a moins d'impact, je trouve, pour beaucoup de choses. Émotionnellement, tout émotionnellement. Peut-être légèrement la mort du duc Leto, mais c'est très très léger. C'est des personnages qui sont sans relief, il y a très peu de chaleur, il y a très peu de personnalité. On a plus affaire à des archétypes que des individus. C'est difficile de s'attacher à qui que ce soit quand les choix de scène où apparaissent ces personnages ne sont pas les mieux faits. Et il ne s'agit pas de mettre de l'humour pour s'attacher à un personnage, hein. Déjà il y en a très peu, là, le souris Gurney sourit, et l'autre qui dit je souris, tout en ayant une tranche de barbier de prison. Ça montre que le film, voilà, veut être sérieux, et c'est très bien aussi de pas trop mettre d'humour comme ça. Mais quand on voit que dans le livre Gurney a une double casquette, dans le livre vraiment l'idée d'être un guerrier accompli, mais aussi un conteur et une sorte de troubadour, on l'évoque, je crois, le temps d'une réplique dans le film, mais c'est tout, alors qu'on aurait pu montrer, voilà, une facette plus large, en fait, de Gurney, alors que là, on dirait une sorte de décale pas cool du personnage de Momoa. Ce sont tous les deux des gros guerriers ultra bourrins et tout ça. Voilà, c'est ce qu'on voit. Alors que le personnage joué par Brolin, Gurney, il a plus de choses. Et je trouve ça dommage. De même que Timothée Chalamet, le Candide, ça marche très bien. Pour le réalisateur, il n'y avait que lui. On a un voyage du héros, voyage initiatique. Le personnage, par contre, est systématiquement beaucoup plus en contrôle que sa mère. C'est pas assez marqué, en fait. On ne vit pas la passion avec lui. Villeneuve a enlevé beaucoup de sensibilité à Paul. Quand, dans le livre, il y a la révérende mère là, qui dit « pour le père, rien à faire », et tout d'un coup il y a Paul qui s'insurge, qui rentre dans la conversation qu'a sa mère avec les révérentes, la sœur supérieure, je crois que c'est ça, la sœur supérieure, et il rentre comme ça « mais vous me dites, pour le père, rien à faire », et pourtant il vit, et on sent que Paul il est outré, mais vous parlez de lui comme un mort, voilà, il est scandalisé, parce que lui il aime son père, voilà, il y a quelque chose de très fort en lui, et même dans le film de Lynch on évoque ce passage. Chez Villeneuve, pouic, tout ça est balayé.
Et c'est Rebecca Ferguson qui joue très bien la Lady Jessica qui doit surjouer le manque d'émotion de l'enfant. Elle est toute angoissée, alors c'est intéressant, hein, mais elle compense le manque d'angoisse de son fils, de la façon dont Villeneuve a fait jouer Timothée Chalamet. Les relations entre parents-enfants, Villeneuve l'a déjà travaillé dans Incendie, dans Prisoners, on a déjà tout ça. Mais ici, il y a une sorte de contrepoint qui manque vis-à-vis de Paul, même si à un moment il s'insurge dans l'attente, mais ça fait un peu le garçon rebelle, mais on n'y croit pas une seule seconde. Et il y a aussi autre chose, et je peux l'évoquer peut-être à ce moment-là, c'est que Timothée Chalamet joue Paul Atreides, donc le héros de cette histoire, qui est cerné par des sortes de rêves, de visions, pour être plus précis, parce qu'on pense d'abord que ce sont des rêves, mais finalement ce sont des visions de potentiel futur. De potentiel futur parce qu'il y a des moments où on pense que c'est le futur, mais il le change au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, on croit que ce sont des rêves, et au final, on se rend compte que ce sont des visions de potentiel futur. Et je dis de potentiel futur parce qu'à un moment, il a une vision d'un futur où il y a un Fremen qui lui apprend des coutumes. Et après, on se rend compte que le Fremen, il le rencontre, mais il le tue dans un duel à la fin du film. Donc c'est un possible futur qui n'arrivera pas. Donc il ne maîtrise pas du tout ce qui l'entoure. Mais cette impression de ne pas maîtriser, d'être hors contrôle, eh bien, c'est pas du tout ressenti, je trouve, par le spectateur. C'est compliqué de faire évoluer son autorité, notamment, puisqu'il va devenir un grand chef. Je trouve qu'il y a un vrai problème dans l'évolution du personnage, notamment l'évolution de ses rêves, qui sont pour moi plus des sortes de pubs. Alors, pendant 1 ou 2 semaines, je me suis vraiment posé des questions vis-à-vis de ses rêves. Pourquoi on le filme comme des pubs Chanel ? Moi, ça m'a gêné. Alors après, je me suis dit, c'est peut-être des fantasmes vis-à-vis de la réalité. Et c'est finalement un petit peu le cas, parce que quand Paul rencontre Zendaya, eh bien, c'est une Zendaya qui en distille, qui est toute, sablée, comme un petit sablé. Elle est toute sablée, alors que dans ses visions, on a Zendaya avec les beaux cheveux, et en tenue légère, en train de marcher dans le sable, voilà, avec un peu une couleur, un peu de carte postale. Et là, c'est ce que lui s'imagine, et ce qui est en réalité, c'est une image grisâtre, dans la montagne, vraiment quelque chose qui n'est pas du tout aussi onirique. Mais il faut dire aussi que ces visions, elles sont extrêmement pragmatiques. Je veux dire, il n'y a aucune distorsion, aucune image incompréhensible, parce que quand on fait des rêves et quand on a, je pense, des visions, il y a des choses qui nous échappent en fait. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, des images qu'on ne comprend pas. Et là, tout est compréhensible. C'est un morceau d'épaule, ce sont des yeux, c'est un couteau plein de sang, c'est très littéral. Et en cela, ça n'a rien de surprenant. Donc, les visions du futur de Villeneuve n'ont rien de si étonnant que ça. Là où justement on a chez Lynch des visions qui sont incompréhensibles, des planètes qui explosent pour dire que l'empereur arrive. Donc on a une espèce de planète blanche qui éclate comme une sorte d'œuf qui éclate, et tout d'un coup on a la voix off de Paul qui dit « L'empereur arrive, Chani, Chani !» Il panique complètement et il se réveille il sue à grosses gouttes, et voilà, on a cette image de cette boule blanche qui explose, et c'est même pas Arrakis, en fait. On se demande mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, qu'est-ce que ça représente. Donc j'ai hâte justement de voir quand Paul va boire, en tout cas ce que on voit dans le film de Lynch, quand il va boire l'eau de la vie, à quoi ça va ressembler le trip en fait, parce que c'est un film de trip. Enfin, le livre c'est un livre de trip, c'est psychédélique. Et même si Lynch n'a pas pu vraiment l'exprimer, mais il a quand même, il a osé s'en approcher un petit peu, il faut que Villeneuve y mette quand même les doigts dedans, parce que sinon, là, il ne faudra pas me parler de la meilleure adaptation. Hein. Alors sûrement, c'est une meilleure adaptation que le film de Lynch, alors oui, certainement, mais c'est pas une très bonne adaptation. Alors j'ai hâte de voir cette fameuse deuxième partie, dont on déjà en fantasme le succès incroyable, mais parce que là, il y a vraiment des choses qui ne vont pas dans cette version-ci, vis-à-vis justement de la façon dont il voit des rêves et des visions. C'est très 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 terre à terre, je sais pas si vous vous rendez compte, et puis ça pop un peu tout le temps, des fois quand il doit faire des transitions, hop on met des rêves et après hop ça permet la transition de quelques heures, enfin c'est un petit peu le bouche-trou quoi, c'est comme pour la scène de la boîte. C'est comme pour la scène de la boîte.
Cela va avec voilà tous ces blablabla, beaucoup de scènes de dialogue. Ça me gêne pas, il y a toujours un peu de fascination de voir qu'est-ce qu'on va nous narrer, les intrigues politiques, les intrigues militaires aussi, puisqu'on a une scène où il rencontre les Fremen, des scènes où il prépare un peu la sécurité d'Arrakeen. C'est bien de nous le montrer, mais en attendant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. J'en reviens à ce qu'avait dit Libération, j'avais trouvé un passage qui l'évoquait justement. Sa mère lui chuchote de tenir bon, tandis que la sorcière sadique crie grosso modo des « tu as mal, hein ?» Plus de tension. Villeneuve explique au spectateur ce qu'il doit savoir plutôt que de le laisser ressentir, douter, comprendre, se perdre. Quitte à l'enfermer dans une position de témoin oculaire. En guise de cinéma, il a le droit à un objet si soigneusement poli, si dénué d'aspérité que tout glisse à sa surface. Dune est intouchable. Je trouvais que c'était une formulation qui était assez juste quand je vous disais qu'il y avait une dilution et qu'il y avait quelque chose qui manquait cruellement dans l'esprit d'univers vivant. Eh bien, là, le texte me le confirme aussi. Après, il y a quelques bons points. Lee Kynes, je n'ai jamais eu de problème avec Max von Sydow pour le peu qu'il apparaît à l'écran. Donc finalement, qu'on fasse un changement de sexe, ça me pose aucun problème, même si elle meurt de façon ridicule dans une pose stylée pour aller dans un trailer. Changer le sexe et la couleur de ce personnage ne change pas l'expérience, sa fonction, les interactions qu'on va lui faire, parce qu'on ne met pas du tout en avant, c'est un homme ou c'est une femme, non, c'est un être, le guide du changement, et c'est tout. Et ça suffit. Et donc, ils ont bien fait, peut-être, s'ils avaient voulu équilibrer peut-être le plus de casting femmes, eh bien là, ils l'ont changé et ça passe très très bien. Je trouve que c'est tout à fait honnête. Mais encore une fois, il y a des choses qui sont, par rapport aux femmes, peut-être un peu moins bien traitées. Les Bene Gesserit, qui ont une place de premier plan, eh bien ici, sont un peu sur le côté. Mais après, on voit que la femme prend le pas sur l'homme vis-à-vis, par exemple, l'éducation de Paul. Hein, c'est la mère qui éduque son fils, pas le père. Le père, on le voit quand même très peu avec son fils. On montre aussi, ça c'était Merej qui en avait parlé lors d'un live, qu'on a aussi des allusions à la mère ou au ventre maternel plus précisément, avec la tente dans laquelle ils sont un moment pour se protéger du désert. C'est une tente qui a des sortes de vaisseaux sanguins, on a l'impression, une tente rouge, comme si on était à l'intérieur du ventre de la mère, comme pour une espèce de seconde renaissance, comme il avait dit, sauf que pour moi, la seconde renaissance n'a pas lieu, puisqu'il n'y a pas de changement chez le personnage, donc il n'y a pas un avant et un après. C'est l'impression que ça me donne, en fait, cette scène-là. Donc c'est ok, c'est visuellement très intéressant, ça permet de donner de la couleur à la tente quand ils se font littéralement ensevelir par le sable, mais en attendant, ça ne change pas. Il n'y a pas une métamorphose psychologique du personnage, pour le coup. Les derniers que j'évoquerai, c'est ceux qui sont les plus réussis, les Harkonnen. La cruauté et la perfidie sont trop peu exploitées. La bizarrerie de cette maison est à peine évoquée. Par cela, on ne peut pas créer vraiment de contraste avec la maison des Atreides. On montre dans le livre et on montre dans le film de Lynch que ce sont des décadents avec une homosexualité latente, perceptible, mais ici absolument rien. Ils sont aussi gris que les Atreides sont bruns dans la couleur principale de leur maison. C'est comme si Villeneuve ne voulait pas s'approcher de la psychologie profonde des Harkonnen. Au-delà de ça, moi je trouvais les acteurs vraiment MVP. Que ce soit Bautista, que ce soit Skarsgård. Même si, et là je reviens aussi à une critique, je ne comprends pas pourquoi le baron a des gestes, une façon de jouer, enfin je devrais dire Skarsgård bien sûr, a une façon de jouer comme Brando. On dirait le docteur Moreau, vous savez, de l'île du docteur Moreau qui vole. En fait, il y a un truc que j'avais lu, en effet ça m'a questionné, une référence à Brando dans le jeu d'acteur même, le geste qu'il fait avec sa main, dans Apocalypse Now, du colonel Kurtz. Et je ne comprends même pas pourquoi. Parce qu'il est chauve et gros, juste pour ça. Je ne comprends pas pourquoi il fait le lien, en fait, vis-à-vis de ce geste. En fait, aussi avec le costume, c'est la même chose, cette espèce de longue robe qui va jusqu'aux pieds. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait faire au baron, c'est une image
qu'on a déjà vus. C'est quand même assez triste pour un personnage qui est quand même très très fascinant et qui est ici a encore une nouvelle façon de présenter que pour le film de Lynch. Et je trouve ça vraiment très dommage. Alors que le potentiel est là. Le potentiel de dégoût est là. Le potentiel de puissance est là. Et on lui refait faire des choses qu'on a déjà vues. Des gestes. Et je ne comprends même pas pourquoi. Quelle est la logique de reprendre une gestuelle d'acteur de Brando dans Apocalypse Now? Si quelqu'un a la réponse, ou une interprétation, eh bien, je vous en prie, allez-y. Ce qui est triste aussi, c'est ce qui est devant nous en spectacle. Un film sans contraste dans toutes ses dimensions. Pour Villeneuve, il ne s'agit pas de parler de blockbuster d'auteur. Pour une interview pour Première, il disait que l'expression film d'auteur était une notion un peu galvaudée. Par contre, on peut sentir la personnalité dans le projet. C'est évident qu'ici, c'est un film de Denis Villeneuve. 4 mois de tournage, de mars à juillet 2019. Un tournage en Jordanie, à Abu Dhabi. Un tournage aussi à Budapest, en août 2020. On voit qu'il a une liberté de faire des tests en pré-production, des tests pour la lumière notamment. La liberté aussi de tourner à une caméra pour recréer un environnement intime au sein d'un blockbuster pour faciliter le jeu d'acteur, protéger une sorte d'intimité qu'il générait pour que les acteurs ne puissent pas être trop écrasés par la machinerie. Trouver un bon angle aussi pour cette caméra, puisque tourner à une seule caméra signifie qu'il ne va pas se couvrir avec des plans pour faciliter le dialogue notamment. Il a aussi fait des choses assez étonnantes avec son chef opérateur Greg Fraser. Il a tourné en numérique, puis il a passé certains plans en pellicule, notamment les visages. Il faut avoir une sorte de patine. Les films de Greg Fraser sont souvent, je trouve, assez grisés, assez peu contrastés. Des films comme Foxcatcher ou Vice, ou même le futur Batman, dont on attend quelques images, je trouve que ce sont des films qui ont très peu de contraste. Bien sûr à opposer à peut-être des films comme Rogue One ou Bright Star, qui sont un peu différents. Mais ici, Villeneuve fait le choix pour Arrakis d'une image délavée, une image même très étonnante parce qu'il en témoigne directement dans une vidéo. Il dit qu'il a envie de retrouver cette image qu'il avait vue en télécinéma, qu'il a vue quand il était enfant. Il veut s'éloigner du désert de la carte postale, le désert qui est clairement montré dans les quelques fragments de vision que Paul a, mais aussi le désert que vous pouvez retrouver, parce que je l'ai revu pour le coup, la séquence de désert que vous avez dans John Wick 3. Donc avec cette idée de télécinéma en poche, eh bien il a créé artistiquement une déformation de l'image d'un problème technique qu'il a connu quand il était enfant. Il a un rapport au désert, un rapport à l'immensité qui est différente que la plupart d'entre nous. Il est né à la campagne, il est né avec l'horizon. Il disait que le ciel l'écrasait, que le point de l'infini force l'introspection. C'est ce qu'il disait dans une des interviews. Bien sûr, il était hors de question pour lui de filmer en studio. L'immensité du désert devait être retranscrite dans le film. Mais dans ce dernier, ce n'est pas du tout retranscrit, parce que le film est loin d'être silencieux pour représenter l'immensité et le vide du désert qui est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, le silence a du mal à s'imposer dans le film. Et du coup, l'immensité empathie un petit peu. Je trouve par exemple que le premier plan sur Arrakis, donc le plan, même je dirais le premier plan du film, n'est pas du tout un plan qui montre l'immensité. Et puisque l'image est délavée et le ciel quasi cramé, l'idée d'horizon qui le séduit beaucoup dans les immenses décors est assez peu présente. Je crois même qu'il y a quelques plans de nuit où on peut imaginer, voilà, avoir la sensation de ce qu'il habite lui, mais je ne l'ai jamais eu. Et je pense aussi que je n'ai pas été dans une salle qui était correctement configurée, puisqu'il y a des plans à un certain moment qui étaient flous, complètement sombres. On ne voyait presque rien. Et pendant un moment, je m'étais presque posé la question, est-ce que c'est moi ou est-ce que le film a un vrai problème? Donc je ne m'aventurerai pas davantage sur les séquences, mais il y a vraiment des moments où tout simplement je ne voyais pas ce qui se passait.
Notamment la scène où il y a le ver qui s'approche de Paul et de Jessica, et on le voit bien dans la bande-annonce, mais alors au cinéma, ça n'a rien rendu du tout. Là, je pense que c'est de mon côté. Mais ce qui me fait quand même en parler, c'est que cette impression, à ce moment précis, eh bien, il n'y a pas que moi qui l'ai eu. Il y a eu d'autres personnes qui ont dit qu'il y avait un problème à ce niveau-là, notamment Julien Dupuis pour leur épisode de Capture Mag qui avait dit qu'à un moment, je crois qu'il parlait de ce moment, on ne voyait rien, tout simplement. Donc il y a un problème au niveau de la luminosité de cette séquence-là. Et encore une fois, c'est contrasté avec clairement ce que nous avons dans la bande-annonce. Ils sont dans le désert et du coup, on ne peut pas simplement laisser comme ça le désert vide de son. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre une musique du monde, on va mettre des chants, des chants orientaux, enfin ce que vous avez dans la musique qu'on met à chaque moment, comme si on voulait que tout soit appuyé avec une majuscule. Oh, ils se font chier un petit peu, attends, remets le thème. On en avait parlé avec un copain et c'était un petit peu cette impression-là. Oh, ils se font chier, remets le thème un petit coup. Même pour des moments qui ne semblent pas nécessiter du thème principal, le thème du rêve de Paul. L'idée était de montrer le désert comme immense, esthétiquement aussi, comme agressif, mais je trouve qu'on a du mal à le sentir. L'immensité du désert, la chose qui est plus grande que tout. On le sent écrasant et agressif de par ce système qu'il avait dit, le ciel blanc, la densité dans l'atmosphère et beaucoup de vent, ça fait ressentir sa potentielle violence, mais je ne ressens pas la dureté de l'environnement, et ça c'est quand même un problème quand on veut représenter l'agressivité du désert. Il y a aussi autre chose vis-à-vis de cette immensité, c'est le plan de fin du film. Un plan dégueulasse, avec des gens de dos, en plan moyen, avec un énorme rocher au milieu du plan. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce plan-là ? Il peut pas terminer le film comme ça. Il faut filmer le désert, parce que c'est quand même la fin du film. Ils s'enfoncent dans le désert. C'est la promesse de l'aventure, la promesse d'un second volet qui va se dérouler dans le désert. Et non, ils coupent comme ça. Non, mais avec un gros rocher au milieu du plan et les gens qui sont de dos comme ça. Mais c'est moche. On peut pas terminer comme ça. Moi j'aurais fait peut-être un truc un peu classique, mais au moins ça... C'est propre comme fin, un mouvement de grue, voilà, des Fremen, on passe avec un mouvement de grue et on voit l'étendue des dunes à perte de vue. Ça évoque l'aventure, ça évoque l'avenir. Vraiment, dans ce film, t'as le premier plan qui est tout pété et le dernier plan qui est tout pété aussi. C'est quand même incroyable ça. Moi je trouve ça complètement fou. Avec cette image délavée du désert, eh bien, il y a aussi un étalonnage qui est à mon sens très limité, gris, beige, brun, orange, jaune, on est sur des teintes de cet ordre-là. C'est très peu surprenant, la bande-annonce nous disait déjà que ce serait comme ça. Ça m'évite de faire des différences entre la maison des Atreides et la maison des Harkonnen. Légère différence entre le beige et le gris-noir, oh là là, quelle grande différence. C'est beau, certes, mais c'est à peu près strictement le minimum de ce qu'on peut demander à un blockbuster. La sobriété, ce n'est en aucun cas une innovation. Alors ça, certainement pas. Nous sommes en face d'une production de design caverneuse, des blocs de béton à perte de vue, je pense pas que ce soit ça qui ait coûté si cher, c'est pas possible. Une sorte d'épure contemporain, j'avais lu qu'il s'agissait probablement d'un mouvement artistique dans l'architecture qui s'appelle le brutalisme. C'est apparu dans les années 50, un design qui s'éloignait de ce qui avait été fait, des formes anguleuses, répétitives, une apparence massive, et c'est un mouvement d'architecture d'intérieur que nous voyons aussi, où il y a quasiment rien. Aucun meuble, aucun tableau, rien. Tout est berni dans l'ombre, et quand c'est pas dans l'ombre, c'est à peine décoré. Est-ce que, du coup, c'est une bonne chose de décliner l'épure sur toutes les civilisations de la galaxie ? Parce que ça fout quand même un peu le malaise. Nous avons des personnes qui ont évolué sur des planètes si différentes, et sûrement à des années-lumière de distance, et sûrement pendant des centaines d'années, et finalement, ils ne sont pas si éloignés que ça culturellement. Et j'ai beaucoup de mal à avaler ça. Pour moi, science-fiction, c'est la promesse de découvrir des mondes. Et il est clair qu'ici, les mondes sont les mêmes, et qu'il n'y a aucun voyage, aucun exotisme, aucun contraste. Encore une fois, comme je vous le disais au début, le film est sans contraste dans toutes ses dimensions. Ce Dune est plus intéressé par la texture que par l'occupation de l'espace et la saturation. Là où Lynch joue
sur beaucoup plus de variations. Le bois, le métal, le béton, la pierre. Ici, Villeneuve, c'est béton, 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 pierre, béton, béton. Est-ce que c'est efficace? L'impression de voyager, de voir d'autres planètes, de voir d'autres civilisations ne m'apparaît pas si évident que ça. Et quand on a un film qui a de l'amplitude à ce point-là, eh bien je souhaite être complètement dépaysé. Et ce n'est pas le cas. Mais ce n'est que ma voix. Le réalisateur du documentaire Jodorowsky's Dune, Frank Pavich, avait dit à ce propos « Denis Villeneuve a accompli l'impossible. J'ai jamais vu un film de science-fiction qui paraisse aussi réel, aussi tangible. » Encore une fois, cette question du réel. Villeneuve en rajoute encore une couche sur France Culture. « Je voulais vraiment que le film ait cette espèce de réalisme, que le film soit vraiment ancré dans la nature, que la nature paraisse presque moins familière au spectateur. » Je ne voulais pas créer une espèce d'exotisme ou d'étrangeté. Je voulais plutôt créer une familiarité avec les lieux. Je voulais que la planète des sables paraisse dangereusement proche de nous et embrasser le plus possible la puissance de la nature à l'écran. Donc là, nous sommes clairement piégés entre le beau et le vrai. Une version qui est totalement assumée par Villeneuve et que je rejette absolument, c'est-à-dire le refus de l'étrangeté et de l'exotisme, c'est-à-dire créer un contraste. Et c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Et en cela, moi je trouve que par ce choix, il fait cruellement manquer de vie à son film. Le film ne vit pas. C'est ce qu'il y a autour, la découverte d'un monde que nous ne connaissons pas, l'orchestration, l'exotisme qui donne un fourmillement de vie autour de cela. La froideur, le rien, le nihilisme, le vide émotionnel, donc on peut dire du coup qu'il y a de l'émotion s'il y a quand même un vide qui crée une forme de sidération, mais ce n'est pas la même sidération que lui il essaye de rechercher, c'est une sidération par le réel, on veut residérer finalement le spectateur par l'étrange inquiétude du réel qui s'invite dans la science-fiction, alors que Lynch, lui, embrassait les visions étranges, les vertiges. C'est ce que disait Simon Rio dans le podcast Pardon le cinéma. Le film de Lynch comprend la sidération et le vertige. Lynch, c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup plus, donc on est vraiment sur des partis pris très différents, mais pour moi, il est clair que ce qui est plus fascinant, ce qui marque le plus, c'est quelque chose qu'on ne saisit pas instantanément et qu'on a besoin de retravailler, on a besoin d'être hanté en fait, et c'est le film de Lynch qui me hante, mais clairement il y a quelque chose où on exploite totalement ce que nous avons pu vivre en termes culturels, architectural, pictural pendant des décennies pour narrer en fait des cultures différentes, des vaisseaux, des civilisations différentes. Chez Lynch, c'est visible. Clairement, entre la planète Caladan, les Atreides, et la planète Giedi Prime, les Harkonnen, on voit qu'il y a eu des cultures qui ont été, même s'ils ont un tronc commun, les humains, on voit que les deux civilisations, les deux maisons ont fait leur chemin culturellement. Et dans le film de Villeneuve, ça ne se voit pas. Et pourtant, le fantôme du film de Lynch hante le film de Villeneuve, par la lumière verte dans le vaisseau des Harkonnen qui transporte Paul et sa mère hors de la cité, les costumes transparents de la personne qui met le liquide dans le bain du baron, qui est le même costume transparent que nous voyons chez Lynch sur Giedi Prime, les bains de vapeur. On a des éléments comme ça qui reviennent faire des cliquetis de souvenirs, de moments, de flash réminiscents du film de Lynch. Villeneuve ne peut pas totalement s'en débarrasser, de même que si la description est également dans le livre de cette façon, et bien sûr Villeneuve et Lynch s'accordent ensemble vis-à-vis de certaines visions. Mais Lynch embrasse vraiment les contrastes, en faisant un commencement du film sur Caladan pour créer un contraste, la verdure contre le désert, et ce contraste est d'autant plus appuyé qu'il pleut sur Caladan par rapport à Arrakis et par rapport à Giedi Prime. Là où on a justement cette petite scène sur la planète prison, je ne sais plus exactement le nom de la planète prison, il pleut des cordes. Ça aurait pu être plus intéressant sur Caladan pour faire le contraste entre la planète qui sature d'eau et la planète qui n'en a absolument pas, pour marquer davantage les extérieurs qu'il ne pourra pas montrer par la suite. Lynch fait pleuvoir et on voit la tempête depuis l'intérieur. Les vaisseaux ne sont pas étonnants du tout,
Ils ne sont pas différents d'une maison à une autre, quasiment. Ça ne me sautait pas aux yeux. Alors à la place d'être un gros rectangle, eh bien, il y a des formes un peu plus arrondies. Oh là là, la grande différence. Il n'y a pas d'exotisme aussi dans la création des vaisseaux. Encore une fois, on parle de cultures qui ne sont pas sur la même planète. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont tous réunis. C'est très étonnant. Pas de costumes grandiloquents. Les vêtements du baron, on peut se les acheter au marché, quoi. C'est quand même le costume du leader suprême d'une planète entière. Mais on pourrait dire, peut-être que le livre l'explique plus précisément, on peut dire que les deux maisons sont dans l'Empire, dans l'Imperium, et du coup, les liens sont communs, et du coup, il y a beaucoup plus de choses qui sont communes aux deux maisons qu'on pourrait le penser, notamment, et ça m'avait choqué quand j'ai vu le film de Villeneuve, les boucliers. Les Atreides ont le bouclier, mais les Sardaukar ont les mêmes. Donc, qu'est-ce qui distingue les soldats de la mort de l'empereur et les soldats Atreides ? Pas grand-chose, en fait. J'ai l'impression, quand j'ai vu ça, j'avais l'impression que le film était giga paresseux. Mais de ce qu'on m'a dit, il semblerait que la maison Atreides ait 10 000 ans au début du récit. Ça rend critiquable cette uniformité de la technologie, mais du côté de Herbert, pas du côté de Villeneuve. C'est dans le récit que les boucliers sont dans les deux camps, et l'absence d'armes vraiment distinctes. C'est pour ça que justement dans le film de Lynch, on fait des trucs avec les voix spéciales et tout ça. C'est moins hors du commun dans les proportions. Je parle de proportions, mais il y a pour le coup là un travail sur le gigantisme, sur les démesures, des vaisseaux qui déplacent les flots et les vers des sabres qui sont gigantesques. Et c'est là qu'il faut absolument le voir au cinéma, car tout autre écran serait un petit peu trop petit, pas assez grand pour accueillir des images pareilles, pour accueillir une histoire pareille. Quand il parlait de ça, Villeneuve parlait de to scope concernant son film. Un film si large que même le réalisateur ne peut pas en voir le bout. Les décors sont larges et vides, qui sont parfaits justement pour l'écran IMAX. Les plans les plus spectaculaires sont ceux qui sont faits dans le désert et qui ont le potentiel d'avoir le moins d'effets spéciaux possible. Mais on sait tous qu'il y a des couches et des surcouches et des surcouches. C'est comme pour Blade Runner. Oh là là, on filme du réel. Non, vous filmez avec plein de couches supplémentaires et des étalonnages et tout ça. Et du coup, l'image de base en est sacrément modifiée. Le film, alors qu'il y a du gigantisme, me semble pourtant si petit. Il y a soit des gros plans, soit des plans généraux. Il n'y a pas tout d'un coup quelque chose qui vient nous donner une perspective, un mouvement de caméra, par exemple, qui fait un recul ou une chose comme ça. C'est un film très coupé. En cela, son monteur, qui a déjà travaillé avec lui sur ses derniers films, Joe Walker, fait un montage qui est plutôt exigeant. Mais je trouve qu'il y a des séquences qui sont rushées. Je trouve que ce n'est pas très bien monté. Ça prend son temps, le montage a le temps de poser ses plans, mais il y a des moments rushés, notamment chez les Harkonnen. Il y a des problèmes de transition chez les Harkonnen. Je veux dire, chez Harkonnen, c'est tellement coupé, il a peur. Vraiment, j'ai eu cette impression, il avait peur des Harkonnen. Il y a un moment vraiment où, comme si la scène continuait, mais on doit enchaîner, donc il coupe dans l'élan. Et on ne sait pas pourquoi. Et au-delà de ça, il y a des scènes qui sont carrément affreuses. Duel final qui est filmé comme n'importe quel duel et qui est monté comme Tekken 3. Affreux, avec la règle des 180 degrés complètement ignorée. Je pense qu'il veut épouser le point de vue du public par moment. Et du coup, il utilise des plans de public, donc qui sont hors de la règle des 180 degrés entre les deux combattants. Des plans qui sont pas du tout dans le même angle que les plans rapprochés en combat. Et du coup, ce va-et-vient nous fait complètement perdre l'orientation du combat, de qui est où et tout ça. Et en plus, c'est monté, mais sans aucune marge pour recomprendre ce qui se passe. Quand on revient dans l'action, c'est absolument affreux. Vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Là où, justement, le combat avec Gurney et Paul, au début du film, n'a pas de public. Et du coup, la règle des 180 est beaucoup plus maîtrisée. Donc là, parce qu'il voulait nous montrer le public, dans un point de vue extérieur, là, ça fout tout en l'air. Alors oui, vous pourrez dire, je ne suis pas d'accord, moi j'ai adoré, et bien moi je n'aime pas, alors moi je trouve ça moche, toi tu trouves ça beau, et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et c'est toujours un problème quand on commence à y aller de sa petite sensibilité.
Chacun il va de sa petite définition et de sa petite sensibilité, et du coup on construit plus rien ensemble. Voilà, on est dans une impasse. C'est la guerre de Verdun, tout le monde est dans son bunker en disant « Ah bah moi j'ai bien aimé, ah bah toi t'as pas aimé, ah bah c'est pas grave ». Et finalement, il n'y a plus rien qui n'avance. Et ça, je l'ai eu vraiment, j'ai eu cette impression qui était terrible en fait, parce qu'il n'y avait rien en fait. On aurait pu même pas prendre le temps du dialogue, parce que ça servait à rien. C'est le live de MacGuffin où il y avait Mr. Bobbin qui était invité. C'était systématique dans ce live. Il y avait un blocage d'arguments. On ne pouvait pas aller plus loin parce que « Ah ben moi j'ai une autre sensibilité, donc moi j'ai bien aimé. » Et puis voilà. C'est-à-dire on se fout pas sur le cul. Pour essayer de trouver une dynamique sur laquelle on peut débattre. Parce qu'on revenait sur « Moi j'aime et toi t'aimes pas » et c'est tout. Ah bah super. La question « Est-ce que le film qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est-ce qu'il suscite l'intérêt ?» Ça c'est déjà un peu plus intéressant. Cette question, on aura la réponse quand le film sera exploité sur un peu plus de pays. Est-ce que les gens s'en foutent de ce film malgré le matraquage sur Internet ? La question de l'intérêt, la question de questionner la vision, ça c'est quelque chose qu'on peut, indépendamment de aimer ou ne pas aimer, qu'on peut poser. Mais il faut aussi que les gens y aillent un peu de leur bon vouloir pour dialoguer, pour débattre, au-delà de simplement « Ah bon, moi j'ai bien aimé parce que moi je suis sensible à ça et c'est tout ». Non, faut aller plus loin. Et si justement on a des arguments pour donner de la valeur, par exemple, moi je considère que le film a un problème vis-à-vis de ses décors, eh bien il y avait Merej dans un de ses lives qui disait que c'était une mise en scène théâtrale. C'est-à-dire que voilà, on place un décor avec un plan large comme au théâtre. C'est-à-dire que le monde est trop grand pour le cinéma pour être cadré, et du coup on fait des environnements qui n'ont aucune importance, où il y a seulement les silhouettes, les acteurs qui sont importants, où des fois on filme des choses à l'extrémité du cadre. Mais du coup, quel intérêt de faire une mise en scène théâtrale ? Il y a un vide de décor qui permet de poser son regard, même si on n'ose pas saturer le regard pour que le spectateur puisse laisser son regard, mais on ne laisse pas le plan assez suffisamment longtemps pour qu'on puisse justement choisir de regarder quelque chose plutôt qu'autre chose. Ça sous-entend qu'on n'aurait pas d'expérience du regard aussi. C'est très étonnant en fait de poser cette question du théâtre, et je pense que ce serait un peu facile, un peu trop simple, un peu gogol de dire « Ah ben c'est une mise en scène théâtrale parce que c'est une tragédie, donc théâtre ». Enfin, ce serait quand même un peu trop basique, un peu trop simple pour Villeneuve de le poser comme ça en fait, s'il considère que sa mise en scène est une mise en scène théâtrale. Voilà, ça, cette question du théâtre peut être posée dans ce film-là. Là, il y a peut-être quelque chose à travailler, à mon sens. Ça a été donné comme point par certaines personnes, donc il y a quelque chose à travailler, parce que ce n'est pas anodin, c'est constant dans le film. Les effets spéciaux ne se voient pas, c'est un bon point, mais en même temps, c'est ce qu'on attend de chaque film, il faut dire ce qui est. Les libellules, les vaisseaux libellules sont très réussis. Je vous avais parlé d'Arakin, en fait, de maquette sans vie. La maquette me sautait aux yeux. Ça me surprendrait que ce soit juste en effet spécial. Pour moi, c'était des maquettes où il y avait quelques filtres et puis c'était tout. Il y avait aussi quelques effets qui étaient bienvenus, mais qui n'étaient venus pour rien du tout. C'est-à-dire quand le baron vole, il vole devant son consul, là, devant son manta. Bon, on ne sait pas pourquoi il vole, juste en face de lui, comme ça, c'est pour faire la pause, voilà. Donc c'est même pas pour la diégèse du film, c'est pour le spectateur. Donc c'est une espèce de plan comme ça pour dire, regardez, je suis stylé. Enfin, c'est un peu ridicule. On comprend bien que c'est quelqu'un qui a envie, en fait, d'avoir le duc à ses pieds, qui se gonfle comme une espèce de gros ballon, parce que, oui, moi je suis puissant, oh là là. Oui, mais il n'a pas un public à convaincre, en fait. Non seulement il n'a pas le public à convaincre parce que le manta est avec lui, donc on ne sait pas pourquoi il commence à s'élever comme ça, mais en plus la scène est cut, ça n'a même pas le temps d'exister. À croire que Villeneuve a honte de faire voler le baron. Et c'était une honte du bizarre, qui a tendance à littéralement vider en fait le récit de sa substance honteuse pour lui. Du coup le bizarre reste dans l'ombre, on le met hors champ, on le floute, il rêve pas, il ne fait pas rêver. On ne voit pas le vert, il fait trop sombre. Ah bah oui, moi c'est ce que j'ai l'impression que j'ai eu. On fait chevaucher un ver, mais un fer qui est complètement dans le sol, donc on voit juste un petit Fremen comme ça en train de faire du surf sur le sable. Peut-être pour masquer des textures dégueulasses, on ne sait pas. Ce qui est rassurant aussi, c'est que
je sens qu'il est en plein pouvoir en fait dans la création. Il est plus sur une mise en scène atmosphérique, méthodique, plutôt qu'un geste artistique particulièrement travaillé. C'est travaillé, mais dans son sens à lui. Ce n'est pas travaillé dans... Moi, ce que je cherche quand je vois de l'artistique, c'est quelque chose, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vit. Et mettre en scène de la mort, pour moi, un décor mortuaire, comme ça a été le cas dans Blade Runner, je trouve que c'est gâcher le potentiel de l'art vis-à-vis voilà, de créer quelque chose de toute pièce. Des scènes, un jeu dans Blade Runner, mais aussi dans le film de Dune. Ça me donne l'impression, voilà, je pense que c'est ça, ça me donne l'impression d'un film académique. Une impression de plan réel, de prise de vue qui ne soit pas extravagante, en avoir plein la gueule, mais le film n'éclabousse jamais. Et en cela, le film, j'ai eu du mal à être dedans. Il y a un problème d'immersion. Je me suis pas senti écrasé. Je pense que le fond n'est pas aussi pertinent que la forme le suppose. C'est un film d'images, mais est-ce que ces images ont une pensée? Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces images? Parce qu'il y a plein de thèmes qu'il aurait pu traiter, qu'il n'a pas traités. La génétique, la drogue, la religion, tout cela n'est pas évoqué. Ce sont des images, mais ce ne sont pas des plans. Un plan de cinéma veut dire quelque chose. Chez lui, j'ai l'impression que ces images sont là pour donner une ambiance globale, mais n'évoquent pas quelque chose de particulier. Il y a quelques images qui évoquent des choses, mais est-ce que ça travaille le spectateur? La question est là. J'en reviens à citer mon ami Samir de Microciné qui avait dit lors d'une intervention autour de Dune, le film ne veut pas endosser le costume d'objet de réflexion. C'est-à-dire le film ne veut pas, dans un premier temps, nous faire réfléchir sur quelque chose. Il n'est pas facile de l'approcher comme objet de réflexion. Je pense qu'il y a moyen de le faire, mais ce n'est pas instantané et c'est plutôt difficile. Je pense que c'est peut-être avec la deuxième partie qu'il y a des choses qui nous viendront plus naturellement à l'esprit. Je pense que quand on aura la vision générale de Dune, de Villeneuve, eh bien, il y a des choses dans la première partie, en termes esthétiques, en termes thématiques, qui trouveront pas leur répondant, mais leur confirmation dans la deuxième partie. Et là, toutes les théories sur le capitalisme représenté par l'uniformité, par exemple, culturelle et esthétique des empires, eh bien, on pourra l'appuyer avec la deuxième partie, je pense. Faudra voir. Faudra s'assurer de comment tout cela dialogue. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'il y a des choses qui appuient des choses qu'on a déjà vues ou qui sont évoquées dans la première partie? Donc, il y a beaucoup de choses dont on attend vraiment des confirmations, notamment l'expérience de cinéma vis-à-vis, par exemple, des rêves, qui sont pour moi des pubs Chanel ou Instagram, au choix des visions qui sont plus des clichés en fait que de rêves. En plus, on en arrive à un stade aujourd'hui où il n'y a plus de rituel d'entrée et de sortie de rêve. Vous savez, à une certaine époque, on parle de films en noir et blanc, quand on instillait les rêves chez les gens, il y avait tout un processus de surimpression, de gros plans, et on rentre dans le rêve progressivement. Ça venait pas comme ça en flash qui ne sont même plus préparés auprès du spectateur. Ça, Nolan le fait beaucoup. C'est des moments qui viennent instantanément. Comme si la mémoire venait, quand on parle de quelque chose, on a des images dans la tête qui viennent sans avoir des fondus et tout ça. C'est instantané. Eh bien, je pense que cette instantanéité des rêves, des visions, c'est vraiment démocratisé aujourd'hui dans l'utilisation de la grammaire du cinéma pour représenter ces choses. Et là, dans ce film-là, dans Dune, on a aussi cette impression d'instantanéité des visions et des rêves. Mais encore une fois, une instantanéité de choses qui ne sont pas étranges. Donc finalement, c'est des plans un peu moins réels que le réel, puisque le réel nous est montré comme délavé. Ces plans-là sont des plans qui n'évoquent pas l'étrangeté, qui ont juste un étalonnage un peu plus forcé, ce qui ne les rend en aucun cas étranges. Ce qui n'est pas non plus étrange, c'est la musique de Hans Zimmer. Alors, musique de Dune, il n'a pas composé la musique de Tenet de Nolan pour faire la musique de Dune, c'est un énorme fan du livre, il a composé 9 heures de musique, il y aura 3 CD de prévus, beaucoup d'expérimentation pour trouver des sons venus d'ailleurs. Encore une fois, c'est un film qui travaille le sound design, le droning, les sons industriels, les bruits rythmiques,
Les mélodies sont très réduites, elles ont presque tendance à disparaître. On pourrait presque plus parler de leitmotiv que de mélodie. Il y a un petit moment de cornemuse qui est plutôt un leitmotiv thématique, puisque c'est une bonne représentation de la maison des Atréides, qui est une scène, peut-être la scène que j'ai préférée du film, c'est quand les Atréides arrivent sur Arrakis et qu'on a cette personne qui sort avec une cornemuse, alors qu'il y a des milliers d'années qui sont passées, et il arrive avec sa cornemuse et il commence à faire ses terres, et on a tout le monde qui débarque, et on a le peuple qui est en train de saluer la venue de Paul comme une sorte de messie. Alors que justement pour les Harkonnen, encore ceux qui n'ont rien gagné au change, les Harkonnen qui n'ont pas vraiment de thème, ils en ont pas je pense, c'est pas très clair chez eux, il y a une espèce de corne de brume, mais c'est pas un thème, c'est un leitmotiv de sound design, c'est quand même assez pauvre. Par contre, et j'en reviens encore à ce que j'avais dit par rapport à l'utilisation de la voix, en IMAX, les sons et les basses fonctionnent beaucoup plus. Moi, je l'ai vu en version standard, mais en IMAX, la voix, avec l'IMAX, on subit vraiment le design son. Et le repas, au début du film, moi, je reprochais que la voix n'était pas très intéressante dans cette scène-là. Eh bien, on sent vraiment que la voix n'est pas bien posée au début. Et après, on sent l'onde de choc. Parce que les basses travaillent, en fait, l'impression de la voix. Donc en IMAX, et je pense en Dolby Atmos, le son est très intéressant, mais c'est une expérience supérieure. Je ne considère pas que ce soit l'expérience de base du film. Ce serait quand même malheureux que l'expérience de base du film soit forcément avec 2 à 3 euros de plus, si on veut être sûr que c'est l'expérience de base. On ne fait pas un film pour qu'il ait l'effet qu'on veut pour un type de cinéma plus cher, on fait l'expérience de base pour n'importe quel spectateur. Et puis ce sont aussi des expériences qui vont disparaître quand on va avoir le film en VOD ou le film en Blu-ray. Donc pour moi c'est une expérience de base que je dois avoir et pas une expérience supérieure. L'expérience supérieure finalement n'est que là que pour confirmer des effets de base. Le sound design, c'était Romain Dasnois qui disait ça dans le MacGuffin Live numéro 2. Le sound design n'est pas le parent pauvre de la musique. Avec lui, on abolit une sorte de frontière, comme si on pouvait distinguer la musique et le reste. Ici, tout est mêlé, on écoute du son, point. Ça semble choquer un peu les gens qui est tout d'un coup cette vibrante arrivée du sound design au sein de la musique, que finalement on ne voit quasiment plus la distinction entre la musique et le sound design, mais je tiens quand même à vous signaler qu'il n'y a pas que Hans Zimmer qui le fait, il n'y avait pas que ces films-là qui le font. Je vous invite à écouter l'excellente BO de Alien Covenant de Jed Kersel, aussi la musique de Tenet de Ludwig Göransson, mais aussi bien plus longtemps, avant tout ça en fait, même avant que Hans Zimmer se mette à faire du sound design dans ses films, Eric Serra dans GoldenEye, quand vous réécoutez l'OST de GoldenEye, c'est du sound design mais à 100%. Donc ça m'étonne en fait que les gens tout d'un coup refusent ça, alors que souvent GoldenEye, on adore GoldenEye, et quand vous écoutez la BO à part, il y a beaucoup de sound design et un travail de leitmotiv plus qu'autre chose. C'est vraiment une musique qui est dans la continuité de Blade Runner 2049. On connaît bien les albums de Zimmer, ce n'est pas neuf, ça ressemble plus, comme beaucoup de fois, à des compilations de petits moments d'autres BO, mais c'est pas une chose nouvelle chez lui. Moi j'ai ressenti quand j'ai écouté, à part la BO de Dune, il y a des moments qui sont sûrs à 100% repris de The Amazing Spider-Man 2, de Mission Impossible 2 100%, et de Ange et Démon, entre autres. Moi, ce sont les 3 BO qui me viennent à l'esprit après avoir écouté la musique de Dune. Il y a aussi une reprise étonnante de Once Upon a Time in the West, donc 1968, le thème de l'harmonica, si je ne me trompe pas, qui est repris par le chant de la femme là qui hurle là, je ne saurais même pas vous dire précisément, mais c'est le thème de l'harmonica de Il était une fois dans l'Ouest. Et on ne sait pas pourquoi il a voulu reprendre ça pour faire un hommage ou parce qu'il n'avait pas d'idée. C'est votre choix de choisir une des deux options. Moi, je trouve ça quand même malheureux de réutiliser ce thème-là. Oh là là, on est dans le désert, donc bon, ça, c'est une tragédie, donc on va prendre la même chose, mais
qu'est-ce que c'est que ça? Pitié, pitié! C'est pas parce que les deux ont une teinte tragique que tout d'un coup on va utiliser ça comme ça, un peu à toutes les sauces dans le film, pour des moments qui ne sont même pas les bons. Je trouve il y a des moments où voilà, il y a la libellule qui commence à se lever là du camp des Fremen, et on sait pas pourquoi la musique elle pète un plomb, et là je me suis dit mais attendez, c'est pas le bon moment. Pourquoi on devrait l'appliquer maintenant? Et encore une fois, comme je vous avais dit, pour le visuel, on travaille les textures du son, on ne travaille pas des mélodies. J'ai besoin de temps pour que cette musique puisse s'écarter du film, pour savoir si elle m'évoque quelque chose au-delà du film. Je pense aussi que du fait qu'il est sur tellement de projets, il a du mal à faire, à faire venir à maturation vraiment une musique particulière. Celle de Dune est pour le coup clairement plus travaillée que ce que nous avons eu récemment aussi de Zimmer, le James Bond. Parce que là, je vous parle, j'ai vu le James Bond, il est clair que la musique de James Bond est complètement passable et oubliable. Elle fait le travail, mais vraiment sans plus. Et au passage, le James Bond, juste pour dire très rapidement, j'ai bien aimé, je trouvais ça assez mollasson quand même. Les scènes d'action, on s'en fout. Il est clair que le mec ne sait pas créer de la tension, à part bien sûr à la fin parce qu'il y a un compte à rebours, et ça marche bien plutôt les comptes à rebours pour moi. La toute fin du film, moi j'ai utilisé un mouchoir entier parce que bien sûr c'est la fin de l'ère Craig et c'est la première fois que nous faisons terminer un James Bond de cette façon et une ère d'acteur de cette façon, donc forcément moi ça m'a ému parce qu'il a utilisé une musique d'un James Bond précédent, une chanson qu'on entend dans un autre James Bond, et ça a fait mouche pour moi. Les crédits de fin, là avec le passage dans le tunnel, hein, pour vous dire un peu plus, le passage du tunnel qui bien sûr fait référence au barrel, au gun barrel, moi ça a fait mouche. Avec la musique ça fait mouche, mais avec les dernières phrases prononcées, moi ça m'a touché. Et là moi j'ai utilisé un mouchoir. Mais autrement, je trouvais que le film se perdait pas mal. Il y a quelques bons points, quelques mauvais points, assez standards. Un peu, le mec ne savait pas trop comment filmer, donc des fois il y a des espèces de gimmicks un peu ratés dans la mise en scène. Mais dans l'ensemble, c'est un film à voir. Je ferme la parenthèse sur James Bond. On a l'impression avec ce film Dune qu'il va y avoir une sorte d'effet Blade Runner 2049 pour dire que le film ne va pas marcher. Ce space opéra ou ce planète opéra n'a pas grand chose de spécial, mais c'est un film qui peut faire du score. Les studios bien sûr comme dans leur habitude, ils s'emballent déjà, jeux vidéo, séries basées sur le film, etc. À titre personnel, je pense que le film mérite quand même d'avoir une deuxième partie, même si je pense que la deuxième partie sera aussi pourrie que la première partie, mais il ne faut pas laisser comme ça les films tout seuls en train de mendier. Le film, j'ai eu cette impression, il essaye de mendier sa deuxième partie. Il ne veut pas vivre tout seul. Je peux comprendre que vivre tout seul, ce n'est pas évident. Et du coup, il mendie sa deuxième partie avec des tapes du pied. Ah, vous avez vu cette vision avec Paul qui est en train de se battre contre des tonnes de gars avec les verres qui dansent la lambada derrière. Ça va être dans la deuxième partie. Et il faut venir acheter des billets pour que je puisse faire ma deuxième partie. C'est un peu pitoyable. Mais c'est comme ça aussi que le film a été fabriqué. C'est pour nous vendre des choses qui vont venir plus tard. Et des choses qui, soi-disant, nous frustreront plus du tout quand on aura vu la deuxième partie. Donc, on a envie quand même. Donc, bien joué, Villeneuve. Il est réussi, je pense, dans son optique. Mais c'est un film qui est beaucoup trop sage. Les gens aussi s'habituent à ce qu'on leur donne et ils baissent assez les bras. Moi, je ne désespère pas, je ne baisse pas les bras de l'exigence. Donc, je dirais que vis-à-vis de Villeneuve, il y a eu des films que j'avais bien aimés de Villeneuve, mais dans l'ensemble, il y a un côté pas assez agressif, je trouve, de sa part pour me plaire. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Villeneuve n'est clairement pas quelqu'un de très agressif et du coup moi je ne refuse un peu cette adaptation-là, mais je ne baisse pas les bras pour trouver quelque chose au cinéma qui va me plaire. Et c'est aussi pour ça qu'on continue tous à aller au cinéma, c'est pour rencontrer quelque chose qui va nous plaire, quelque chose qui va nous parler au plus profond de nous, et c'est clairement pas ce Dune qui y est arrivé. Donc moi je ne baisse pas les bras de l'exigence. C'est vrai que ça donne l'impression de faire la fine bouche, mais par contre quand on arrive
à croiser, ne serait-ce que quelques minutes dans un film, des moments qui nous saisissent, alors là, on en a vraiment... Ça fait quelque chose, ça fait un effet de dingue, hein, vraiment, vraiment. Et c'est pour ça aussi que je continue à regarder des films récents, même si je trouve souvent beaucoup plus de choses dans les films qui datent. Mais il est clair que je n'ai pas fini d'aller au cinéma, je suis content de rester dans la course de quelques films, ce sont souvent des films médiatisés, mais des fois on a des belles surprises, mais il faut aller chercher, il faut continuer à être curieux, il faut continuer à traquer les films, voilà. Bien sûr, il y a des tonnes de détails qui vont me revenir après avoir enregistré cette vidéo, mais je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà bien longtemps que je suis en train de bavasser. Pour moi, ce sera un 12 sur 20. Et encore une fois, il y a des choses positives. Il y a le film qui se tient dans l'ensemble. Et justement, tout est uniforme, donc tout se tient ensemble. Et ça, il faut voir avec la deuxième partie, mais tout se tient ensemble. Donc dans l'absolu, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a une vision que je ne comprends pas. L'opportunité de faire un truc de fou, finalement, ce n'est absolument pas fou. Il refuse la folie. Comme il dit, il veut se rapprocher de la nature. On verra dans la deuxième partie. Tout est très inutile si on ne peut pas faire de suite du premier film, pour le coup. Le film sera mauvais s'il n'a pas de suite, par contre. Alors ça, c'est à peu près sûr. Tout ce qui a été construit ne servira à rien. C'est très balisé. C'est une vraie sortie de salle. Ça, c'est vrai. Ça, c'est cool. C'est un film pour une niche de gens. Je pense pas que la majorité des gens vont se ruer sur lui. Et c'est un film qui mendie sa deuxième partie. Voilà. Moi, je ne vous mendie pas des pouces bleus ou des abonnements et tout ça. Généralement, sur la chaîne, je le fais pas. Je ne fais que vous remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie d'être présent. Et je vous dis à très bientôt pour je ne sais trop quel contenu, mais j'ai une petite idée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!